Lisa Lewis, bonjour. Bonjour, Merci d'être dans la boule à facettes. merci à toi de m'accueillir. Je suis super content de t'accueillir parce qu'en plus, tu es une spectatrice, une auditrice Oui, de l'émission. oui, Tu très connais déjà fréquent. tout sur l'émission. C'est ça. En off, juste avant qu'on commence, tu m'as raconté plein de trucs. Ça me touche beaucoup parce que tu fais partie des gens qui nous suivent chaque week-end. Tous les Bon, podcasts, on publie un vendredi sur deux. c'est ça. Mais tu regardes tous les podcasts pendant tes déplacements, notamment dans le train. On va peut-être en parler pendant cette émission. Le but de la boule à facettes, c'est de retracer la vie de l'invité, de raconter son parcours, ce qui fait Lisa Lewis d'aujourd'hui, comprendre comment tu as fait pour inspirer peut-être les plus jeunes ou que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Ok. Et puis même ceux qui te connaissent vont peut-être apprendre des choses aujourd'hui. Oui, je pense. Tu m'as donné beaucoup, beaucoup d'infos sur toi. C'était super agréable de préparer cette émission. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. J'ai une question brise la glace tout de suite d'entrée de jeu. Est-ce que c'est la musique qui est venue à toi ou est-ce que la musique t'a détourné d'un chemin qui était déjà tracé pour toi? Philosophique celle-là. Je dirais que la musique a quand même toujours fait partie de ma vie, mais j'étais pas partie dans un parcours pour travailler dans la musique. C'est plein d'événements dans ma vie qui ont fait que la musique est venue à moi finalement, je pense. Elle a modifié un peu ta trajectoire. Voilà. Ma vie a fait, enfin, les événements de ma vie ont fait en sorte que je finisse par travailler dans la musique, même si c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis toujours. Tu crois un peu au destin? Ouais, j'y crois vraiment. Ouais. Dans les émissions qu'on vient d'enregistrer, beaucoup de DJ, de gens du milieu nous racontent qu'il y a des espèces de choses magiques qui se passent, des rencontres, Ah oui. des chronologies qui sont incroyables de croisement de situations ou de création de situations qui sont Ah bah parfois totalement. folles. Moi, des fois, c'est juste des petites anecdotes qui font que j'ai fait des trucs incroyables derrière. J'aurais jamais été dans la musique si j'avais pas rencontré le patron qui m'a mis là-dedans. Ouais. On va parler de tout ça. Toi, tu viens d'Annecy, en Savoie. C'est ça. Haute-Savoie, pardon. Oui, Haute-Savoie, important. On dit Haute-Savoie. Ah oui, on mélange pas. Ouais. C'est comme la couture et la haute couture. Exactement. Je vais pas être pote avec ceux de Chambé, là, du coup. C'est ça. Tu commences la musique petite. C'est ça. À 8 ans. À 8 ans, tu fais du piano. Ouais, c'est ça. Et puis J'ai de la commencé guitare le piano. aussi. Ouais, guitare en autodidacte et piano, ouais, j'ai fait des cours. Tu as fait un an de cours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est un refuge pour toi? C'est quelque chose que tu fais pour le côté discipline de la musique? En gros, pour te la faire courte, si tu veux, j'ai une copine qui faisait du piano. Et j'étais allée chez elle à Marseille et du coup, pendant une semaine, elle m'a montré ce qu'elle faisait au piano. J'ai essayé. J'ai commandé un petit synthétiseur à Noël. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à jouer dessus. Puis du coup, je m'en sortais pas trop mal. Je refaisais des mélodies que j'entendais, alors très simples, hein, avec une seule main. Et du coup, ma mère, elle s'est dit, ah tiens, il y a peut-être quelque chose. Et elle, du coup, elle m'a inscrit à des cours de piano. Et voilà, j'ai fait un an de cours. Et tu voulais faire le conservatoire à Annecy? Et du coup, C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la musique et je m'entendais pas trop avec ma prof de piano parce qu'en fait, je remixais tous les grands classiques de Mozart et Beethoven, elle aimait pas. Enfin, moi, j'apprenais la partition de base et après, je rajoutais des notes à ma sauce parce que je trouvais que ça faisait cool. Et du coup, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'approfondir le solfège, la musique, tout ça. Donc, j'ai dit à ma mère que je voulais justement faire le conservatoire. Mais elle, forcément, elle voulait que je fasse mes études avant. Parce qu'elle s'est dit, ouais, quand même, il n'y a peut-être pas d'avenir là-dedans. Donc, Ouais, c'était pas pris au sérieux? Pas vraiment. Pourtant, elle était hyper fière de moi. Elle me demandait tout le temps de jouer du piano, tout ça. Mais pour ma carrière professionnelle, elle préférait que je passe de vrais diplômes avant. Et je la remercie quand même. Parce que j'ai quand même eu une sécurité grâce à elle. J'ai des diplômes autres que de la musique. Et on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, quoi. On va parler de tout ça. Tu fais de la danse aussi, plus jeune. C'est ça. Tu fais du hip-hop. C'est ça, j'ai fait un peu plus de 10 ans de danse. Tu as fait des concours, tu as gagné des concours internationaux, je crois. Ouais, c'est ça. Tu peux nous raconter ça? Du coup, j'ai commencé la danse hip-hop en MJC au début, classique, quoi. Ouais. C'était mon activité du samedi après-midi. Et du coup, j'ai vraiment aimé ça. Donc, on allait un peu plus loin dans les cours. Et en fait, mon prof de hip-hop, il a monté un crew. Donc, on s'appelait le Bicrew sur Annecy, à Crange-Gevrier exactement. Et du coup, il a monté vraiment ce crew-là. Il nous a poussés, on faisait des courses, qu'avec lui particulier pour atteindre le plus haut niveau. Et du coup, on a fait un concours qui s'appelait... Je me souviens plus du nom, je t'avoue que j'ai un doute sur le nom. Mais c'était à Biarritz, ça je me rappelle. Et du coup, c'était un concours international et du coup, on l'a remporté avec mon crew. Donc c'était vraiment cool. La danse t'a permis d'écouter la musique autrement?
Bah déjà, Tu avais oui. une formation musicale, mais est-ce que le fait de danser, de savoir bouger, quand on est DJ, on appréhende la musique autrement? Ouais, c'est surtout que ouais, on l'écoute différemment parce que du coup, en danse, on écoute vraiment tous les petits détails de la musique pour justement les interpréter à notre façon, que les gens lambda, entre guillemets, vont pas entendre quand ils écoutent un son normalement, quoi. Et nous, c'est vrai qu'on va écouter un peu plus profond le son. On faisait déjà un peu des remixes où justement, quand on faisait une chorégraphie de genre 8 minutes, du coup, on enchaînait plusieurs morceaux. Donc j'étais déjà un peu dans ce truc de remix, d'enchaînement. Et le fait d'avoir construit peut-être même ou participé à des spectacles, ça te permet maintenant d'avoir une vision peut-être haute sur la construction d'une soirée, l'enchaînement des morceaux, le relief qu'on va mettre tout au long de la soirée? Ouais, totalement. Moi, je suis parano avec ça. Vraiment, si on était dans ma tête quand je mixe, c'est vraiment, je suis tout le temps en train de réfléchir pour, comment dire, pour que ça passe bien, si tu veux. Je veux jamais passer du coq à l'âne. Si par exemple je suis on va dire en hip-hop et que je veux atteindre de l'électro, je vais toujours réfléchir, tu vois, pour avoir une transition très fluide, très travaillée pour aller jusqu'à l'électro, pour que les gens, en fait, ils s'en rendent pas compte. Et du coup, j'essaie toujours de tout contrôler comme ça. C'est un peu compliqué, ouais. Je vais parler de ton chemin dans le médical avant de passer tout de suite à la carrière de DJ. Oui, Tu te destines à autre chose. c'est ça. Tu fais un CAP petite enfance, je crois. C'est ça. Et tu vas pour faire une année de médecine à Grenoble. Raconte-nous ça. Parce que Alors, finalement, tu étais dans d'autres choses liées à la musique un petit peu là. Et là, tu fais quelque j'ai chose bifurqué. d'extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux. Ouais. Alors, bah, j'ai toujours été passionnée par le corps humain et l'humain en général. Donc, c'est vrai que j'ai commencé au début dans la petite enfance. Et puis après, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien ça. Donc, j'ai poussé un peu plus. J'ai voulu faire médecin. Je voulais faire pédiatre, exactement. Mmh. Et du coup, je me suis lancée à fond là-dedans. Très, très studieuse. Je ne sortais pas. J'ai connu les boîtes de nuit tard. J'ai commencé à sortir à 20 ans. Donc, j'ai Oui, connu... parce que tu bossais tout non-stop. Voilà. Bah, j'étais sortie un peu avant au Macumba, un petit peu, mais pas... Enfin, j'y allais pas tous les week-ends. Macumba, le célèbre Ouais, Macumba le de célèbre Saint-Julien. Macumba. Bah, j'habitais à côté, donc Oui. du coup, j'allais au Macumba. C'était mes premières sorties. Mais ouais, je suis pas sortie beaucoup pendant mon adolescence ou préadulte, quoi. Et du coup, ouais, c'est à 20 ans, j'étais à fond dans la médecine. J'ai eu mes partiels. Après, on a des vacances. Et là, je suis sortie en boîte. Et là, ça a été la fin de tout. Ouais, les études, tu étais très discipliné, tu sortais Oui. pas. Ah oui, vraiment, c'était mes études. J'étais à Grenoble. Je restais dans mon appartement. Je voyais personne. J'étais à fond dedans. Et après, j'ai fait l'erreur de sortir pendant mes vacances. Et justement, alors, tes proches, quand tu leur dis je vais arrêter la médecine et j'ai envie de faire autre chose, ça se passe comment? C'était un peu compliqué, en mode un peu, bah, est-ce que c'est une blague ou quoi? Enfin, vraiment, je passais d'une extrême à l'autre, quoi. Je passais de la fac à je vais faire DJ. C'était un peu particulier, mais ma mère, elle m'a énormément soutenue. Ouais. Ouais, elle m'a dit que j'avais quand même validé mes diplômes avant, parce que donc, du coup, j'en ai plusieurs dans ce domaine-là. Et du coup, elle m'a dit, bon, bah, t'as une sécurité, tente, t'es jeune, et on verra où ça te mène, quoi. C'est quoi ta première claque dans le monde de la nuit? Parce que justement, après ces partiels, je crois, tu sors. Tu retournes en Haute-Savoie et tu sors. C'est quoi la claque clubbing que tu te prends? Qui m'a fait bifurquer? Ouais, en fait, qu'est-ce qui t'a marqué et à quel moment tu t'es dit oh, ça a l'air trop cool, ça, j'aimerais bien en faire ma vie, quoi. Bah en fait, je sortais dans un club qui s'appelait le NC2 à l'époque à Annecy. Ça n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Et en fait, ce que j'ai aimé, bah, comme je te disais tout à l'heure, j'adore le contact humain. Et du coup, j'ai adoré ce contact humain. Genre, t'as l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans avec tout le staff de la nuit, que ça a toujours été tes copains, alors que tu connais depuis 2 semaines. Et en fait, bah, j'ai eu un super feeling avec le DJ, un super feeling avec les barman, le patron et tout. Ouais. Du coup, c'est devenu un club où je sortais tout le temps. Et puis bah, après, j'ai commencé à faire un peu les likes, le strobe, c'était rigolo. Et puis du coup, bah, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à faire DJ, quoi. Donc tu commences aux lumières. C'est ça. Ouais, ça te permet d'observer un peu le métier de DJ et de voir comment le club bouge finalement. C'est ça. Bah, au début, c'était vraiment pour m'amuser. Je trouvais ça rigolo de faire le strobe au bon moment. Et puis après, du coup, ils m'ont montré un peu plus le logiciel. C'était Sunlight, comment ça marchait. Ouais. Et du coup, moi, je trouvais ça trop kiffant, justement, d'être en rythme avec la musique, de regarder le DJ, comment il faisait sa transition pour pas louper les blackouts, les trucs comme ça. Et franchement, même au début, je voulais faire light jockey, tu vois. Ah oui, ouais, j'adorais ce métier-là. ça t'a passionné. Ouais, franchement, trop bien.
j'aimais trop. Et en fait, mon patron, il a vu une fille en régie. C'était très, très rare à l'époque. Et enfin, je dis mon patron, mais c'était pas mon patron à cette époque-là. Hein. Ouais. Moi, j'étais pas employée. Hein. Je faisais ça comme ça pour m'amuser en plus. Beaucoup ont commencé comme ça. Hein. Ouais, voilà. Moi, je sortais avec mes copines. Pendant 1 heure, j'allais faire les lumières. Après, je retournais danser avec mes copines. C'était vraiment... je m'amusais, quoi. Et puis, donc le patron, il te dit j'ai envie que tu fasses une école et que tu deviennes DJ. Exactement. Il m'a dit c'est trop bien d'avoir une fille en régie, j'adore. Lui, il voyait le truc, ça fait classe, c'est cool, voilà. Du coup, il m'a parlé de l'UCPA et il m'a dit j'ai déjà un DJ qui est en formation là-bas, donc c'était Diego Del Rey. Oui. Et du coup, il m'a dit vas-y, en gros, je t'envoie la formation, je te forme, je te prends en apprentissage et let's go. Et t'as accepté tout de suite ou il y a eu un petit moment ? J'ai réfléchi un peu quand même. J'ai quand même un peu réfléchi parce que j'étais toujours à la fac et en plus je m'étais engagée dans un boulot pour l'été en Suisse, Neuchâtel. Du coup, j'avais une très grosse sûreté financière parce que ça paye bien, on va pas se mentir. Et j'avais une très grosse sûreté des études. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je lâche tout ou pas ? Et du coup, j'ai dit, allez. Qu'est-ce qui fait basculer alors ? Je me suis dit, on n'a qu'une vie. Ouais. Je me suis dit, j'ai toujours voulu aller dans la musique. Là, on m'ouvre une porte, on me tend une perche qui se représentera peut-être jamais. Donc let's go, j'y vais. Hein. Et puis, voilà. J'ai tout lâché. On t'offre un contrôleur Pioneer ? On me l'a pas offert, je l'ai acheté. Ah, tu l'as acheté ? Je l'ai acheté, c'était mon prof de hip-hop en fait qui avait reçu ça à Noël. Ouais. Et il s'en servait pas. Et tu lui as acheté ? Voilà, du coup, moi, il m'en avait parlé parce que du coup, c'était plus que mon prof vu qu'on avait fait des concours et tout, on se connaissait bien. Et j'ai dit, moi, je me tâte à aller dans la musique et tout. Du coup, donne-moi un cours, montre-moi comment ça marche. Du coup, on a fait un cours et j'ai tout racheté, son contrôleur, ses enceintes et tout l'été, j'ai mixé quoi, dans ma chambre. Ouais, tu t'es enfermée tout l'été pour apprendre toute seule ? Ouais. Il n'y avait pas de tuto YouTube peut-être ? Ah non, rien du tout. Non, j'ai appris avec c'est plus facile, hein. Oui, beaucoup plus facile. Non, j'ai appris avec les bases qu'il m'avait montré. Lui, clairement, il m'avait montré Serato. C'était sur Serato à l'époque. Comment ça fonctionnait. Il m'avait montré le contrôleur, comment il fonctionnait. Puis après, j'ai bidouillé mes trucs. Et tu mixais combien d'heures par jour là, pour t'entraîner ? Beaucoup. Ouais. C'était un peu comme la médecine, en fait, quand je me lançais dans un truc... Oui, tu avais connu l'exigence des études. C'est ça. Du coup, de travailler de 7h du matin à 7h du soir. C'est ça. Et j'avais la chance d'habiter dans une maison, donc j'avais pas les voisins. Donc j'ai pu vraiment mettre le son à fond et envoyer. Puis ma mère, elle a un bar, donc on habitait au-dessus du bar en fait. Ah, ta maman a un bar ? C'est ça. Ah, je savais pas. Et ouais, ma mère, elle a un bar en Haute-Savoie et du coup, notre maison est au-dessus du bar. D'accord. Donc en fait, quand je le sentais, je descendais les platines et je mixais dans le bar du coup pour avoir mes premiers clients. Oh, okay. C'est un bar, c'est des personnes âgées. Hein. Ouais. C'est un petit bar de village. Ouais, tu les as un petit peu Mais ça me permettait de mixer devant des gens, quoi. C'est c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, quoi. Ouais. Et donc du coup, après, tu vas à l'école et tu fais ton alternance là-bas ? Comment ça se passe ? Ça se passe au début pas très bien, on va dire. Moins bien que prévu, alors. Ouais, parce qu'en fait, ça a été vite et j'ai pas eu le temps d'apprendre à mixer vraiment. Et j'avais appelé Patrick, le directeur de l'UCPA, dans l'été. Donc ça devait faire 1 mois ou 2 que j'avais mon contrôleur. Et il me dit, les bilans de sélection sont déjà passés, donc viens à l'UCPA et je te les fais passer comme ça. Et là, tu vas mixer devant une classe. C'est ça. Que eux, ils sont déjà tous DJ et moi, pas du tout. Ouais, toi, tu t'es entraîné toute seule chez toi et eux, C'est ça. Et moi, je connaissais que mon contrôleur. Il y a une forme de pression, là. Ah ouais. Déjà, je suis arrivée, c'était des CDJ, ça devait être les 2000, je pense, à l'époque. Ouais, les CDJ 2000, donc c'est des platines CD ou... Voilà, c'est ça. Ou clé USB. C'est ça. Et toi, tu avais un contrôleur, c'était un tout en un qui est un petit peu plus simple d'utilisation. Et du coup, en plus, je mixais avec Serato, donc j'avais la waveform. Hein, je le cache pas, au début, je savais pas mixer, donc je regardais les waveforms et tout. Voilà. Et là, je suis avec ma clé USB et tout, et j'ai dit, c'est où le bouton play ? Enfin, vraiment, je savais pas du tout ça. Tu te rappelles qui c'est qu'il y avait devant toi, ou il y a des gens dont tu te souviens ? On en parlait tout à l'heure. Il y avait Julien Egea, c'était sa classe. Ok. C'était sa classe qui était là et ouais, du coup, moi, j'étais très mal à l'aise. En plus, je les voyais sourire, rigoler. Déjà, il y avait une fille. Alors, c'était déjà exceptionnel qu'il y ait une fille qui mixe à cette époque-là. Mais alors, en plus, je savais pas du tout mixer. C'était une catastrophe. Ouais, je suis sortie de là, je me suis dit, jamais je serai prise. C'est pas possible. Du coup, ça marche ? T'es prise à l'école ? Je pense que c'est le discours d'après parce que du coup, j'ai quand même eu un entretien derrière. Ouais. Et je leur ai montré que j'étais vraiment motivée, que en fait, c'est juste que je voulais apprendre, que je savais pas encore, que je venais d'avoir mon contrôleur. Et du coup, c'est passé. À part le fait d'être une nana et l'entretien, qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi, à ton avis ? Je pense de la motivation, de l'ambition. De la détermination. Et puis comme je te disais, je suis très travailleuse. Donc je pense que c'est peut-être qu'ils l'ont vu, puis je leur ai dit aussi que si je me lançais, quoi, et que j'allais bosser vraiment. Il y a peut-être un truc, c'est qu'à l'UCPA, il y a beaucoup de
jeunes qui arrivent, qui rêvent d'être DJ, mais qui n'ont pas fait médecine avant, quoi. Eh ben, détrompe-toi. Donc, Tu sais qu'il y a pas mal d'élèves qui ont fait médecine avant d'aller à l'UCPA. Et je me disais, du coup, que tu arrives dans l'école, ça inspire du sérieux, et on se dit que tu vas bûcher pour y arriver, quoi. Peut-être, c'est possible. Ouais. C'est possible. Bah, moi, c'est vrai que pour le coup, je voyais pas ça comme le Club Med ou quoi. Oui, Il y en a beaucoup qui pensent que l'école de DJ, c'est la super fête. exigeant. Mais non, moi, je voyais vraiment ça comme une école. Et ouais, en plus, à l'époque où j'y étais, Patrick, il donnait encore des cours. C'était strict. Ouais, t'arrives avec un niveau débutant. C'est quoi Enfin, tu t'es entraîné, mais finalement, tu t'aperçois qu'il y a encore du taf. T'étais dans quel état d'esprit, là, quand tu commences à apprendre? Il y a un petit côté frustrant parce que quand on est chez soi, seul, on a l'impression d'avancer un certain rythme. Et après, on se confronte à d'autres ou à quelqu'un qui nous observe. Et là, on se remet à un autre niveau, finalement. C'est pas pareil. C'est sûr que chez moi, je me disais, je maîtrise bien, je m'en sors bien. Et puis là, que j'ai réécouté mes mix, pas récemment, je les ai plus, mais après l'école, j'avais réécouté les mix que j'avais fait quand j'ai commencé. J'ai fait, waouh, ça allait pas du tout, en fait. Vraiment, vraiment, ça allait pas du tout. Mais ouais, du coup, à l'école, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'apprendre et qu'on m'aiguille et qu'on me donne les clés, quoi, pour y arriver. Justement, tu as les clés du club où tu travailles. Ouais. Tu bosses beaucoup en cabine DJ à l'école. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, vu que j'habitais pas à Lyon, je prenais l'hôtel toute la semaine où j'étais à l'école. Donc, en fait, jusqu'à ce que l'école ferme, moi, je restais jusqu'à la fin. Je m'entraînais dans la cabine, au max. Et le club où tu y vas souvent aussi t'entraîner? C'est ça. Le patron, du coup, m'avait laissé les clés. Et du coup, toute la semaine, j'y étais tous les jours. Vraiment tout le temps. Des fois, je venais même avec le light. Donc, on s'amusait. Lui, il faisait mes lights. Moi, je mixais. J'enregistrais des vidéos. Enfin, j'étais à fond. Après, tu pars au Boca Club. C'est ça, c'est là où j'ai fait mon apprentissage. Avec Sylvain, alors là, on est en Savoie. Là, on est en Savoie. J'ai changé de région. Donc, tu changes de région, c'est à côté. Hein. Parle-nous de cette expérience. Tu fais aussi des lights là-bas. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. En fait, c'était le même patron que le NC2 Annecy, donc là où tout a commencé, qui a racheté cette boîte-là. Du coup, vu que le NC2 a fermé, moi, j'ai suivi là-bas au Boca et c'est là que j'ai fait mon apprentissage. Donc, au début, je mixais de 23h à minuit, donc il devait y avoir 10-20 clients dans la boîte. Et après, je faisais les lights le reste de la soirée. Ouais, c'est une bonne école, finalement. Moi, c'est parfait. Franchement, je trouve que du coup, vu que je savais pas mixer, on va pas se mentir, c'était l'idéal, en fait. Voilà. Pour moi, on m'a pas jeté dans la gueule du loup en mode t'es résidente, tu gères toute la soirée, alors qu'au final, je connaissais pas ce métier-là encore. C'est un discours que je tiens quand je passe à l'UCPA aux jeunes alternants. C'est de se dire que si on compare ça à du carrelage, quand tu vas en apprentissage en carrelage, t'arrives et tu fais pas des villas tout seul. Oui, il faut apprendre. Certains alternants sont embauchés dans des clubs, des bars, et on les met tout de suite DJ résident. Et ça peut parfois être dur. Honnêtement, je trouve ça pas bien, moi. Et ne pas former les jeunes, finalement. Alors que si on a un tuteur ou un DJ qui nous apprend le métier, peu importe la façon de le faire, c'est toujours plus formateur. Carrément, ils nous apprennent déjà leur expérience. Moi, je sais que j'avais la chance d'avoir mon patron qui était du coup DJ et le DJ résident qui était Diego Del Rey qui avait fait l'école aussi. Et du coup, j'avais deux versions un peu vraiment à l'ancienne de mon patron, Diego qui était à l'UCPA. Et t'as transmis en plus les valeurs de l'école. C'est ça. Et du coup, je remercie. J'ai eu un apprentissage mais super. En plus, j'ai rencontré plein de DJ qui m'ont eux aussi poussé, qui m'ont amené leur expérience et franchement, j'ai eu un apprentissage nickel. Tu pars mixer aussi au Pulse en 2015. C'est ça. C'était la boîte juste en face, du coup, du Boca. Le patron a acheté la boîte en face. Ouais. Et du coup... il te fait faire le tour de, avec de lui, toute la région. J'étais un guest pendant mon apprentissage, c'est ça. C'est un autre univers au niveau de la musique. Le Boca, c'était latino hip-hop, donc c'était totalement mon créneau avec la danse, comme je te disais avant. J'avais une bonne culture hip-hop grâce à ça, et c'était vraiment la musique que j'aimais beaucoup. Et du coup, en face, il a ouvert un club électro, minimal, hardstyle, rien à voir, mais j'aimais bien aussi, donc j'ai juste perfectionné ma culture musicale là-dedans, et franchement, j'ai bien aimé. Et nouveau changement de programme, tu vas à Genève après? C'est ça. Ouais. Il a après racheté encore un club qui s'appelait le Moa Club à Genève. Et du coup, il m'a dit, on garde ton contrat d'apprentissage en France parce que... T'as fait combien de contrats J'ai gardé le même contrat, en fait. Et t'as fait 4 clubs?
3, parce que 3. le NC2, j'ai fait que les lumières. NC2, c'était avant la formation. Voilà, finalement. ça c'était avant, c'est ce qui a fait l'élément déclencheur. Et en apprentissage, j'en ai fait 3 du coup. Bah, t'as vachement vécu. Ouais, en plus, il en m'a laissé formation. faire des dates ailleurs, En dans les plus. clubs d'à côté. Ouais, j'ai été à l'Opéra, à Ouais, c'est Chambéry, qui était à côté. Ouais, c'est super riche, quoi. Ouais. Non, franchement, j'ai eu un patron génial. Pour ça, Il s'appelle comment? il s'appelait Jean-Noël, il est décédé, parti, paix à ok. son âme. Voilà. Il s'appelait Jean-Noël Dubois, et franchement, c'était un patron mais exceptionnel. Et dingue, enfin, il était toujours à l'actu, tu sais, il nous achetait des canons à CO2, enfin, il était toujours à l'actu des nouveaux trucs qui sortaient, enfin, c'était trop bien, franchement. Un vrai patron de club, alors. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, je le regrette beaucoup. T'obtiens ton diplôme en mai 2016, je me suis noté, c'est ça? Tout à fait. C'était comment cette concrétisation de l'apprentissage? Bah déjà, j'étais fière parce que mon but, c'était d'obtenir mon diplôme. Vu que je connaissais rien, je me suis dit, j'ai 18 mois pour tout donner, voilà. Et j'ai fini 2e de ma Oui. promo. Donc, C'était qui le premier? C'était Guillaume, il s'appelait. Guillaume, ouais. Et il avait fini du coup premier, lui, qui était très très bon d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il fait de la vidéo. Je crois qu'il a arrêté totalement le mix. Hein. Il fait de la vidéo et de la photo maintenant. Si on avait su. Voilà. Mais du coup, ouais, j'avais fini 2e, donc c'était un peu une fierté dans le sens où j'étais la plus nulle de ma classe quand je suis arrivée, parce qu'ils avaient tous de l'expérience. Et du coup, bah, j'étais contente de finir dans Mais le top alors, 3. du coup, Quoi. finalement, t'as raté ton test. T'as raté le C'est ça. premier enchaînement et finalement, tu finis J'ai raté 2e le de test promo. d'entrée, ouais, mais après, voilà. Ouais, non, j'étais contente. J'avoue, c'était une fierté. C'est un peu ce que je visais, quoi. Et je voulais pas être majeure pour la petite bon anecdote. Non, ça, je voulais pas. Je Pourquoi voulais pas être sous les projecteurs, en fait. Dans le sens où il y avait jamais eu de fille major. Et Ouais. je savais que derrière, il y avait le concours major des majors. Et en fait, je me dénigrais par rapport aux autres. Et je me disais, non, mais moi, j'ai pas du tout le niveau pour être face aux autres. Enfin, je voyais justement des Diego. Et les gars, c'était des oufs, ils scratchaient de dingue, ils faisaient des passe-passe de dingue. Je me disais, mais moi, je peux pas les affronter et tout. Et du coup, je m'étais dit, je voudrais pas être major quand même. Mais 2e, du coup, c'est la place qui m'allait bien, tu vois. Tu as, en plus de ton alternance en club, tu fais des rencontres à l'école. Tu rencontres Adrien Jougler, Oui, qui est un ami très proche, oui. qui était donc mon DJ et mon collaborateur le plus proche quand j'avais le Must, où tu es allé juste après ça. Bah, c'est ça, en fait, du coup, c'était mon jury pour l'examen blanc. Ouais. Et du coup, il avait adoré ce que j'avais fait. J'étais tombée en plus sur électro-hip-hop, donc parfait pour moi. Quand j'avais pioché ça, j'étais trop contente. Et du coup, j'avais fait un super set qu'il avait adoré. Et du coup, il m'a booké derrière au Must. Et j'étais comme ça, hein. Je vais pas te mentir. Parce que pour ceux qui ont connu le Must à l'époque, ça avait une réputation de fou. Enfin, c'était genre la boîte où les DJ voulaient aller. Et du coup, bah, moi, je me suis fait, c'est mon premier gay, je me retrouve là. J'ai même pas fini l'école. On avait fait vraiment une boîte pour les DJ. Ouais, non, mais vraiment, c'était pas un mode DJ internationaux, etc. Ouais, mais pour les DJ qui de avaient envie de faire la France, fête. enfin ouais, puis c'était trop bien. Moi, j'avais passé une super soirée, même si j'étais comme ça. En plus, c'était rediffusé sur Radio Scoop, donc j'étais doublement comme ça. Ouais. Et c'était quoi la coup, plus grosse pression, la piste ou la radio? Les deux, en vrai. Mais la piste aussi, parce qu'en fait, je connaissais que mon public de mon apprentissage. Et du coup, je me disais... Ça te sortait de ta zone de confort, quoi. Ah, totalement. J'avais jamais mixé ailleurs que dans les endroits que je connaissais. Toi, je t'ai dit, j'avais fait l'opéra pendant mon apprentissage, mais c'était avec les DJ que je connaissais, un public que je connaissais, donc un lieu que je connaissais aussi. Donc même si j'étais pas chez moi, je connaissais quand même. Là, j'étais dans une autre région, je connaissais personne. Adrien, bah, je le connaissais pas encore, ça avait juste été mon jury. Du coup, ouais, j'ai beaucoup stressé. Ouais, donc ton alternance, l'école, le fait d'avoir... je fais un peu la promo de l'école, en fait. Ça t'a ouvert des portes et ça t'a fait du réseau. Bah vraiment. Moi, je dis souvent que l'UCPA, même ceux qui savent déjà mixer, qui ont déjà vraiment toutes les bases, faut quand même le faire pour le réseau et les contacts. Franchement, même encore aujourd'hui, ça me sert. Vraiment. Il y a qui dans ton cercle proche qui a fait cette école, qu'on pourrait connaître? De l'UCPA, ça dépend si je dis les noms d'artistes. Ouais, dis les noms d'artistes, pas les... Je sais pas si j'ai le droit de dire certains. Je sais pas comment... Il y en a, je sais pas si... Celui qu'on parlait tout à l'heure, par exemple, je sais pas si je peux dire... Ah, d'accord, ok. Ouais, tu vois de qui je parle. Il y en a, c'est compliqué à dire, mais sinon, de mon cercle proche qui a fait l'UCPA, il y a mon homme, qui est Matt, forcément, que j'allais oublier. Après, il y a tous les copains, Esco, Vincent Verchères, surtout les formateurs, en fait, avec qui j'ai gardé pas mal de bons contacts. Ou Jérémy Roberto, qui est résident du Loft à Lyon aussi. Que j'ai croisé il y a pas longtemps. Ouais. Voilà.
il y a Henrik, enfin pas mal de DJ de la région au final lyonnaise et les alentours. Tu pars faire une résidence, donc tu fais ton école avec les trois clubs. Et tu pars faire une résidence à Valence, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, quand j'ai fini mon contrat à l'UCPA, je me suis dit, Jean Noël, je l'aime beaucoup, mais j'aimerais bien découvrir un peu autre chose. Ouais. Voilà. Donc, du coup, je lui ai dit, écoute, je pars voir ailleurs, mais je l'avais toujours dans mon cœur et je travaillais d'ailleurs encore pour lui de temps en temps sur des soirées. Et du coup, il y a une place qui se libérait à Valence, au Seven. Enfin, c'est pas Valence, c'est à Saint-Péret, c'est à côté. Je dis Valence, c'est plus simple, mais... Et du coup, il y avait une place au Seven et j'y suis allée. Et du coup, j'ai fait un test. Le patron, il a adoré. Il m'a pris, on était 2. Donc, un garçon et une fille. Et j'ai fait 9 mois là-bas, au Seven. Et l'ambiance musicale était électro là-bas ? Ouais, alors du coup, il avait pris 2 DJ justement pour l'urbain et pour l'électro. Et contre toute attente, moi, il m'avait pris pour l'électro. D'accord, alors que tu aimes le hip-hop à la base ? Alors, j'aime la musique à la base. La musique, j'aime la musique. Mais ouais, moi, mon style que je fais aujourd'hui et que j'aime vraiment à la base, c'est urbain, dancehall, afro. C'est vraiment tout cet univers-là. Mais vu que j'ai eu ma résidence électro et que je me suis vraiment fait une niche dans l'électro, et après, quand j'ai commencé, on va dire, à sortir de mon apprentissage, j'étais plus connue pour l'électro, pour le coup. Que l'urbain. Tu rencontres un booker qui s'appelle Philippe. C'est ça. Un booker, c'est quelqu'un qui fait faire des tournées aux DJ, qui trouve des clubs et des dates pour les DJ. Toi, c'est dans quel but ? C'est de te structurer, de te décharger de quelque chose, ou c'est pour trouver plus de dates que tu n'en aurais trouvé toute seule ? Alors, pour la petite anecdote, j'ai un peu suivi ma destinée, on va dire, parce que je ne voulais pas du tout faire du guest. Moi, j'aimais trop la résidence. Et j'aime toujours trop la résidence, d'ailleurs. Donc, la résidence, être dans le même club tous les week-ends avec des clients qui viennent souvent. On en revient à ce que je te disais au début. Ce que j'aime, c'est l'humain. Et en fait, de connaître mes clients, tu sais, quand je les vois, genre, je sais que lui, il aime telle musique. Donc, quand je lui mets, on se fait un signe, il est content. C'était vraiment ça, en fait, que j'aimais dans la résidence, tu vois. Les sorties d'équipe. Vraiment avoir ma deuxième famille, c'est ce que j'aimais dans le métier. Et c'est ce pourquoi je voulais pas faire du gars. Je me disais, rencontrer des gens différents tous les week-ends que je connais pas, je sais pas si ça va me plaire. Et puis je sais pas, j'aimais bien ma petite routine avec mes clients. Mais du coup, Philippe, il s'est présenté à moi. Il m'a dit que ce que je faisais lui plaisait, qu'il aimerait bien justement me booker. Je me suis dit, why not, on peut essayer. Mais je lui ai dit, moi, je vais garder ma résidence. Donc en fait, on avait au début un contrat d'1 date par mois avec lui. J'avais ma résidence et un samedi par mois, j'allais avec Philippe, du coup. C'était un bon deal à trouver avec le patron. Ouais, le patron c'est pas a accepté. évident de lâcher son DJ. Oui, c'est sûr. Vu qu'on était 2, du coup, il m'a dit, du moment que l'autre résident est là quand toi tu pars, il n'y a pas de souci. Et du coup, je le remercie d'ailleurs. Du coup, j'ai goûté au guest et je me suis dit, finalement, c'est pas mal aussi. Ouais. Tu te rappelles de ta première date ? Oui, c'était le Titan. Ouais. Donc, je peux que m'en souvenir. Alors, le Titan, c'est un très, très gros club lyonnais. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout en haut d'une montagne. C'est ça. Tout en haut des Monts d'Or. C'est une boîte qui est très isolée. Il faut un petit périple en voiture pour y aller. Ah ouais, quand j'y suis allée, je me demandais où j'allais. Franchement. C'est une boîte extraordinaire. Moi, j'y ai travaillé 3 ans là-bas. Okay. Et toi, donc, tu as mixé dans la boîte, dans la salle urbaine et dancehall ? C'est ça, ouais. Dans la salle urbaine, c'était ma toute première date avec Philippe. Donc, tu vois, ma première date en guest le Must, c'était ma deuxième date, du coup, le Titan. Donc, on se suit. Ouais, je me suis dit, c'est ça. On avait une destinée. Et du coup, j'étais très stressée. D'ailleurs, dans la grande salle, c'était GCM. Donc, tu vois, je me suis dit, wow, ouais. Ils avaient fait un week-end de filles, justement. Et ça s'est très bien passé. Franchement, j'ai adoré. Je me suis dit, en fait, c'est trop bien d'avoir des gens qu'on connaît pas. Ça mettait une petite pression, mais bien, tu vois. Ou un challenge où tu te disais, là aussi, il faut que j'assure, même si je les connais pas, je suis pas dans mes routines. Et du coup, j'ai bien aimé, en fait. Quelque chose que j'appréhendais que finalement, j'ai bien aimé faire. Il y a des clubs qui t'ont marqué après ça ? Oh, plein. Parce qu'on va parler d'un voyage en Chine juste derrière, mais après le Titan, donc, qui était la première date en booking. C'est ça. Tu en refais d'autres ? Du coup, j'en refaisais une par mois à peu près. Je crois qu'on a fait tous les mois. Ça remonte à loin maintenant, mais je crois qu'on a bien fait la date tous les mois. Mais des aussi gros clubs, j'en ai pas refait tout de suite. Ça a vraiment fait le Titan. Après, c'était des clubs connus, mais pas autant que le Titan. Quoi. Ouais. Je ne saurais même pas te les reciter dans l'ordre. J'aurais peur de faire des oublis.
En juillet 2016, tu pars en Chine pendant 1 mois, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? De base, si tu veux, à l'UCP, on avait rencontré Axel Hugon, qui était venu nous présenter que lui, justement, il était parti vivre en Chine, il était résident là-bas dans des gros clubs. Enfin, moi, ça m'a fait rêver. J'étais en mode waouh, c'est génial. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir ça de mes propres yeux. En mode, là, je suis qu'au début, c'est maintenant que je peux le faire. Et du coup, j'y vais. Donc, quand mon patron à Valence m'a embauché, je lui ai dit, par contre, dans 1 mois, je pars en Chine. Je lui ai dit, je fais 1 mois avec toi là en résidence et après, je pars en Chine 1 mois et je reviens après. Donc, il a accepté. Il accepte que tu partes oui. En guest, il accepte que tu partes. Oui, il a été très, très cool. Ah, il est très vraiment. smart. Ouais, franchement, il était cool. Ou il me voulait absolument, je sais pas, mais il a été très, très cool. Et du coup, je suis partie en Chine, pas pour mixer, à la base, vraiment pour découvrir la Chine. Et Axel, il était là pendant 1 semaine, quand moi j'y suis allée, la première semaine. Donc du coup, il m'a présenté, il m'a fait découvrir tous les clubs, les DJ, tout ça. Et après, lui, il est reparti. Donc moi, je suis sortie tous les soirs après lui. Je suis allée me présenter à tout le monde. Je parlais avec tout le monde. Je montrais mon CV à tout le monde. Et 2 jours ou la veille avant de reprendre l'avion, ils m'ont fait mixer dans un gros club à Shanghai. Et j'étais comme une dingue. Franchement, c'était trop bien. Je pensais pas pouvoir le faire. T'es resté finalement 1 mois pour réaliser le rêve au dernier moment, quoi. C'est ça, je pensais pas du tout mixer. Et je me suis dit, en soi, j'ai rien à perdre. Autant y aller. Et je me suis donnée à fond pendant 1 mois. Et du coup, ils m'ont donné ma chance, quoi. Et en préparant l'émission, tu m'as raconté que tu avais une grosse galère à cette soirée. Ouais. Je suis la reine des galères. Et... Attention, parce que nous, on a Trinix. Oui, non, je les dépasse pas. Je les dépasse pas quand même. J'ai des galères plus gentilles quand même. Mais ouais, du coup, pareil, grosse pression. Surtout qu'il faut savoir qu'en Chine, il n'y a pas Google, il n'y a pas tout ça. Donc pour télécharger des musiques, c'était compliqué. Donc j'ai voulu me mettre à jour un peu par rapport à ce que j'avais entendu dans les clubs pendant le mois où j'étais sortie, mais c'était un peu galère à télécharger, il fallait des VPN. Il y a plein de sites internet bloqués. Voilà, tout est bloqué parce en que Chine. C'est la Chine. C'est une dictature. Et eux, ils ont la même chose, mais de chez eux, quoi. Voilà, ils ont leur Facebook, ils ont leur réseau à eux. Du coup, c'était un peu compliqué. J'avais pas mes sites pour télécharger tout ça. Donc, j'ai dû utiliser des VPN, trouver des musiques tendance là-bas. Et donc, ça, j'ai réussi à le faire, ça a été. Mais du coup, je me lance à mixer. Je lance ma première musique. Qu'est-ce qui se passe ? Je lance ma première musique. Nickel. Et là, la deuxième, je vois que le plateau, il a bloqué. Il n'y a plus rien qui répond. Le plateau, c'est la partie qui tourne au milieu. Voilà, le plateau de la CDJ, il est complètement bloqué. Du coup, ça ne lit plus les morceaux. Il n'y a plus rien qui marche. Il y a quelque chose qui est coincé dedans ? Je sais pas. Franchement, j'étais là avec mes 2 mains, j'ai essayé de le décoincer, je n'y arrivais pas. Du coup, j'ai paniqué, j'ai éteint, j'ai rallumé et là, j'ai remis un coup comme ça et je sais pas, ça s'est décranté et c'est reparti. Et, j'ai soufflé à ce moment-là, je me suis dit, j'ai une date en Chine, faut pas que je... On peut pas dire que c'est une copie de Temu. Ah non, non, c'était du pionnier. Normalement, c'était les vrais. Mais ouais, j'ai bien stressé. C'était une vanne, hein. Je veux pas d'embrouille avec Temu. Quand même. Mais finalement, ça s'est super bien passé. En plus, du coup, vu que j'ai rencontré du monde pendant 1 mois, ils étaient tous venus me soutenir. Donc, ils étaient à fond devant. Enfin, c'était génial. En plus, c'était une petite scène au milieu qui tournait. Franchement, c'était vraiment cool. J'ai vécu un truc de fou là-bas. T'avais envie d'y retourner, puis finalement, j'y suis retournée 2 fois après. Tu retournes 2 fois ? C'est ça. Ouais. Ah ouais, non, j'ai adoré. J'y suis retournée l'année d'après, du coup, avec Pilmat et d'autres copains. Et là, du coup, c'est pareil, on a remixé parce que du coup, on s'était fait des contacts, donc on avait pu déjà préparer notre venue en Chine. Donc moi, j'ai mixé du coup dans un club hip-hop. Donc ça, j'étais super contente de pouvoir amener mon style là-bas parce que c'est très EDM. Enfin, à cette époque-là, c'était très, très EDM, la Chine. Et j'ai mixé dans un gros club de Shanghai aussi, où là, du coup, j'ai mixé EDM. Tu décrirais comment le public chinois ? Alors, les Chinois en eux-mêmes, fêtards, mais pas sur la piste de danse. Pas comme en France, où en fait, ils sont eux dans leur carré, ils ont leur bouteille, ils dansent à leur table. Et en fait, sur la piste, t'as que des Européens, des étrangers. Enfin, ah ouais ? Ouais, ceux qui dansent, c'est les étrangers. Et en fait, les Chinois, limite, ils dépensent pour voir les étrangers s'amuser. Ils adorent les étrangers. Ils sont pas extravagants, alors ? Enfin, ils vont pas aller mais danser. entre eux, en fait. Ah, ok. Alors, ils sont très pudiques. Voilà, il y en a quelques-uns qui vont aller quand même sur la piste, mais principalement, c'était que les étrangers. Tu dis ça parce que c'était des clubs VIP ou c'est dans tous les clubs pareil ? Moi, en tout cas, tous les clubs que j'ai fait, c'était comme ça. Et c'était tous les gros clubs de Shanghai. Même j'ai vu Lil Jon là-bas, j'étais allée le voir, du coup, il passait en showcase. C'était super d'ailleurs. Et enfin, c'était tous les mêmes genres de clubs, quoi. Mais ouais, les Chinois, ils dansent entre eux, quoi.
Et d'ailleurs, les clubs adorent avoir des Européens et l'alcool est gratuit pour les Européens et l'entrée est gratuite pour les Européens. Parce que c'est eux qui font... Eh oui. Alors, les bouteilles, je pense qu'elles étaient coupées. Mais coupées à l'eau, quoi. Enfin, c'était pas 100%... je savais pas, voilà. c'est fou. Ah ouais, si. Si. Et en fait, ils ont des tables d'Européens. Du coup, alors, qui paye? C'est donc les carrés VIP qui payent pour ceux qui dansent, en gros. Je sais pas, honnêtement, ça, je sais pas si c'est les carrés VIP ou pas, mais si tu veux. Dans l'équilibre, je raisonne financièrement. Alors les Chinois, pour le coup, eux, ils dépensent énormément d'argent. Ils dépensent énormément. En fait, si tu veux, là-bas, quand t'arrives, ils ont plein d'énormes caisses de bouteilles posées sur leur table. En fait, ils les boivent pas, ils les louent pour faire genre, c'est trop bien, j'ai plein de bouteilles à ma table. D'accord. Donc, en fait, ils louent les bouteilles, ils en boivent quelques-unes. Mais la plupart, après, ils les rendent en fin de soirée. C'est comme avec les brasseurs, si c'est pas entamé, ils les reprennent. Voilà, c'est ça, dans l'idée, c'est ça. Et du coup, t'arrives, t'as l'impression que tout le monde est blindé, t'as des bouteilles partout, mais en fait, c'est juste pour faire matu vu un peu, tu vois. Et en fait, il y a des racoleurs qui sont à la sortie des boîtes et qui viennent chercher tous les Européens. Ils te mettent sur une liste, donc toi, tu donnes le nom de celui qui t'a fait rentrer. Et du coup, ils te mettent un bracelet et t'as l'alcool offert toute la nuit. Lui doit avoir, j'imagine. Et lui, du coup, il a une com derrière, voilà, c'est ça. Ah, c'est un business qui est super original, quoi. On n'a pas l'habitude. Et d'ailleurs, quand j'avais fait un mois en Chine, je l'avais fait un peu, du coup. C'est comme ça que j'ai fait un peu des contacts. Ah. J'avais fait un peu racoleuse et tout pour ramener du monde et je me suis fait des contacts. Super forte en anglais, du coup. Tu te débrouillais comment? J'allais voir ceux qui parlaient français. Je me débrouille, mais je parle pas couramment, pas du tout même. Qu'est-ce qui fait que tu ne restes pas en Chine? Qui? Pas qui. Mais non, en fait, quand je suis revenue du coup fin août de mon voyage en Chine, je me suis dit, j'ai vécu un rêve, c'est trop bien, je veux aller vivre au moins 1 an là-bas, je veux être résidente là-bas, je veux faire mes armes là-bas. Et paf. Et paf, 1 mois après, je rencontre Pilmat. Pilmat, qui est DJ aussi. C'est ça, et qui était formateur à l'UCPA. Et du coup, Pilmat, ça fait 10 ans cette année qu'on est ensemble. Hein. Et du coup, on s'est mis en couple et je me suis dit, on vient de se mettre ensemble, je vais pas partir 1 an à l'étranger, on va pas faire... On coupera ça au montage, mais c'était dur de choisir de rester avec lui plutôt que de partir en Chine? Un peu. Honnêtement, un peu. Mais je me suis dit, ça se fera peut-être plus tard, quoi. Ouais. Mais du coup, je sais plus où j'en étais. Non, pardon, je t'ai coupé. C'est pas grave. C'est pour que ça reprenne bien dans ton montage. Non, mais c'était une vanne, je ne vais pas couper. Nickel. Ça me va. Non, parce que je sais qu'il regarde aussi. Oui, il va me tailler, mais c'est pas grave. Au bout de 10 ans, il peut. Donc, ma question, c'était est-ce que tu n'avais pas un petit truc au fond de toi qui disait pars en Chine, t'as trouvé un mec super. J'en ai eu 2 comme ça pour l'anecdote, des bails comme ça, avec Pilmat, où c'est l'amour qui m'a fait rester. Alors, c'est quoi? Explique-nous. Et du coup, je me suis dit, je peux pas partir comme ça, on vient de commencer une relation, ça a l'air stable, ça me plaît bien, on va voir où ça mène avant. Je me suis dit, je partirai plus tard, au pire, si on se quitte plus tard, quoi. Et on s'est pas quitté. Donc, je ne suis pas partie vivre en Chine, mais on y est retourné ensemble, du coup, mixé pendant 1 mois, quoi. Et même 2 ans après, on y était encore retournés ensemble. Et l'autre petite anecdote, c'est qu'on m'avait proposé une résidence à l'île de la Réunion. Dans un club Achata, Afro, Dancehall, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Et pareil, c'était pendant 1 an. Et du coup, c'est pareil, j'ai dit non. C'est pas la même culture du tout, non, mais il y a un petit côté rêve. Oui, je suis sur une île pendant 1 an où je mixe la musique que j'aime. Forcément, c'est génial. Mais du coup, là, ça devait faire 1 an ou 2 qu'on était ensemble avec Pilmat. Et je me suis dit, non, l'amour à distance, j'y croyais moyen. Et je me suis dit, non, surtout dans le monde de la nuit, je me suis dit, il va rencontrer des filles pendant 1 an, là, pas bon. Du coup... Ah ouais, c'est marrant, ça. J'exagère un peu, mais oui, j'y ai pensé, quoi. Oui. On va pas se mentir. Tu l'avais en tête, faut que je le garde. Ouais, je voulais pas le perdre. Puis j'ai bien fait, parce que aujourd'hui, c'est quand même le papa de ma fille, donc... Les mecs qu'on reçoit ici n'ont pas ce genre de témoignage. Oui, c'est vrai que la vision d'une fille est peut-être différente. Ouais. Non, mais c'est bien de le dire aussi. Pour le coup, moi, je croyais vraiment à l'amour et j'ai toujours dit que ma famille et ma vie perso passera toujours avant ma vie pro. Toujours, toujours. Donc, c'est les choix que j'ai faits, du coup. Bon ou mauvais, je ne sais pas, mais je ne regrette pas aujourd'hui. Tu as beaucoup bougé, tu étais résidente aussi. Et en résidence, tu as été plutôt électro. Oui, DJ électro. C'est ça. Et quand tu
quand tu fais tes dates en guest, t'es plutôt musique urbaine, dancehall. Et bah, C'est deux facettes de toi. bah voilà, la boule à facettes. J'ai La boule à plusieurs facettes. Mais ouais, c'est vraiment deux univers que j'aime. Mais alors, l'électro, c'est vraiment l'électro qui tabasse que j'aime. J'aime pas l'électro chill, quoi. C'est vraiment, il faut que ça tabasse. C'est les extrêmes que j'aime. Donc, ouais, j'ai fait des clubs justement où je jouais de la hard ou voilà, de la minimale, des trucs comme ça. Et j'ai aussi fait des résidences en parallèle en Suisse, parce que j'aimais bien bouger du coup. Et là, c'était des clubs hip-hop par contre, en Suisse. Ah, en Suisse, ouais. Ouais, en Suisse, j'ai fait des clubs hip-hop en résidence. Tu es une femme DJ. Oui. C'était pas si courant que ça avant. Non. Il y en a beaucoup plus maintenant. Et puis, tu parlais de techno. Dans la techno, c'est incroyable le Il y en nombre a de femmes énormément. qu'il y a. On en a parlé avec Coriska pendant son interview. Mais il y a beaucoup de femmes en techno. Bah, dans même tout l'univers de l'électro, dans toute la grande famille de l'électro, Ouais. principalement les DJ, elles vont là-dedans. Dans le hip-hop, on n'est pas beaucoup. Hein. Dans tout ce qui est hip-hop, dancehall et tout, on est vraiment rares. Lady Style. Voilà. Il y a Lady Style, Soal qui me viennent en tête, mais on n'est pas beaucoup. Hein. Ouais, elles sont souvent ensemble, elles, non ? Ouais, elles sont souvent ensemble. Et nous, même toutes les trois, on fait un trio sur Genève aussi. Ah oui ? Ouais. Dans des clubs, des festivals ? Au Village du Soir, ouais. À Genève, oui, d'accord. un club. Est-ce que les débuts en tant que femme sont difficiles derrière les platines ? Tu souffres Oui. d'insultes, misogynie ? Ah oui. Bah, moi, à mon époque, surtout, c'était pas commun. Je crois que dans la région, j'étais même la première. Enfin, en tout cas, j'en connaissais pas. Donc, oui, région, c'est... Savoie, Haute-Savoie. Haute-Savoie, Savoie. Ouais, voilà. Il y en avait sur Lyon. Il y avait pas mal de filles sur Lyon, mais c'est vrai que là-haut, j'étais la première et ouais, j'ai eu beaucoup d'insultes. Bah, j'étais pas légitime d'être là où j'étais, que si forcément j'obtenais ces clubs-là, c'est parce que bah, soit j'étais passée sous le bureau, ou soit... Enfin, j'ai tout entendu. On me prenait juste parce que j'avais des seins, ou parce que j'étais une fille, ou parce que... Voilà, on me prenait en fait jamais pour ma musique dans leur tête. Donc forcément, au début, ouais, ça a été dur. J'ai failli arrêter d'ailleurs. J'ai failli arrêter le métier à cause de ça. Ouais. Au tout début, ouais. Ah ouais, c'était pas facile. Qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est les staffs qui t'accueillent, le DJ, patron, ou c'est le contact du public qui est un petit peu difficile au début pour les femmes ? Bah, le contact du public, on va dire en live, ça va, c'est sur les réseaux. En live, ils sont toujours gentils. Ouais. Mais sur les réseaux, bah, forcément, je vais pas dire les termes ici, parce que bon, c'était des mots pas très gentils. Mais... Oh, nous, on est soumis à rien du tout, tu peux tout dire. Ouais, bah voilà, j'étais une pute, j'étais une salope, alors que je faisais rien. Enfin, tu vois comment je suis habillée, je suis tout le temps en basket. Ouais. Je me suis jamais mixée en topless ou quoi, donc je comprenais pas trop pourquoi je me faisais insulter sur ça. Mais ouais, le public, c'était surtout sur les réseaux qu'ils étaient durs. Et les patrons ou les DA, bah, y en a des fois qui espéraient plus après la soirée. Parce que bah, j'étais une fille, donc ils se sont dit si on peut finir derrière à l'hôtel, c'est cool. Ou les DJ qui pensaient que bah, je savais juste faire play et qu'après je levais les mains et que je savais pas mixer. Donc ils m'expliquaient comment fonctionnait une table de mixage. Enfin voilà. Ouais, t'as eu des DJ résidents qui te font un peu des vacheries, pour être poli. Oui. Ou soit qui me rabaissent, soit qui m'humilient, ou oui, qui font des vacheries, qui vont modifier des boutons pour voir, bah, en fait, ils vont essayer de me piéger. Sauf que bah, je connais mon matériel, donc je m'en rends compte. Et au final, bah, c'est eux qui passent pour des débiles. Mais... Alors, moi, je tairai le nom, mais je connais des très très bons DJ résidents qui sabotaient pas le matos, mais qui étaient capables de faire des dingueries aux platines avant le guest pour que en fait, ça soit fade. Ah bah oui, mais il y en a. C'est aussi une forme de sabotage, quoi. Ah bah oui, non, mais il y en a plein qui le font. Il y en a peut-être qui vont reconnaître... qui vont se reconnaître là-dedans. Ouais. Mais bon, c'est... Il y en a plein et c'est le côté pas trop cool, je trouve, parce que quand moi je viens en guest, je viens pas piquer leur place de résidence, du coup, je comprends pas. En plus, t'es invité, quoi. Oui, guest, voilà. c'est invité. Et clairement, et moi je viens en plus vraiment dans une good vibes en mode c'est trop cool, c'est très souvent que je finis en... Voilà, c'est ça. On t'a piégé les platines, au fait. C'est exactement ça, ouais. Ça paraît fou. Des RCA inversés. C'est quoi les RCA inversés ? Et ben, en gros, il y avait 3 platines. Je lance mon intro sur la platine tout à droite, la plus à droite, quoi. Et après, je vais pour enchaîner après mon intro sur les 2 autres platines. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de signal sonore qui sort. Et je comprends pas. Donc j'étais en clé USB à cette époque-là. Et le résident était lui sur Serato. J'explique pour ceux qui connaissent pas. Oui, vas-y. Donc on a les platines sur les côtés. Au milieu, on a la table de mixage, là où on fait le mélange des sons. C'est ça. Et donc il y a ce qu'on appelle des tranches, avec les potards pour monter et descendre le son. Donc 1, 2, 3, 4 tranches.
c'est ça. Et en fait, les tranches ne correspondent pas physiquement à la disposition des platines. Exactement. Et donc toi, tu comprends pas le problème, quoi. Voilà, parce que lui, du coup, vu qu'il mixait sur son ordinateur, il avait pas le même branchement que moi en USB. Donc lui, tout était Oui, mais il OK. t'avait mal accueilli dans tous les cas. Voilà. Après, j'espère que c'était pas fait exprès et que c'était une erreur. Oui, mais ça peut l'être. Oui, je pense, j'espère. C'est ce que je me suis dit. Ouais. Mais Faut essayer de voir le bon côté. Voilà. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a un stress dans le sens où du coup, je vois mon intro qui va bientôt se terminer. J'ai pas de signal sur les deux autres platines. Et heureusement, en fait, j'ai pris son Mac, j'ai envoyé un son avec son Mac. Et après, du coup, on a inversé les RCA. Mais ça met un petit stress, quoi. C'est exactement ce qu'on veut pas quand on démarre un set, quoi. Ouais. Ça met un stress, mais bon, j'ai l'habitude. On dit souvent que le plus important, c'est le premier disque. Ouais, oui, en plus, c'est là où on se présente au public qui nous connaissent pas forcément. C'est là où on envoie tout. Puis en plus, moi, j'étais en mode, ouais, allez, levez les mains, on est là, c'est génial. Et après, je me suis décomposée. Donc bon, ça fait partie du métier. Tu te dis quoi quand tu en es à ce stade-là? Tu te dis, je suis une nana DJ, ça va aller vite? Ou tu te dis, je vais devoir tout prouver 2 fois plus que tout le monde, là? Au début, j'étais vraiment comme ça en mode, je dois vraiment y aller, faut vraiment que je prouve. Je travaillais même encore 2 fois plus, parce que je me suis dit, il faut que je sois irréprochable, faut que je cale absolument mes sons à l'oreille, faut que je mixe sur clé USB pour pas qu'on me dise que je mixe assisté par mon ordinateur. Je m'étais vraiment fixé En fait, je m'étais enlevé tous les clichés. Tu t'es fait une charpe de boulot. Voilà, pour pas qu'on me taille, quoi. Et bon, après, finalement, ça me plaisait bien de travailler comme ça aussi à la fin, mais ouais, c'est encore aujourd'hui, je sais qu'il faut montrer 2 fois plus en étant une fille, quoi, dans certains lieux. Tu m'as dit en préparant l'émission qu'il y a certains DJ qui t'expliquent comment fonctionnent les platines. Ah oui. Pour essayer de t'accueillir maladroitement ou de prendre un peu le dessus. Je pense pas que ça parte d'une mauvaise intention, mais en fait, c'est rabaissant. Dans le sens où, en fait, ça fait 12 ans que je mixe et on me dit encore le bouton du retour, il est là. Si tu veux allumer ton micro, t'appuies là. En fait, je le sais et je sais pas si c'est parce que je suis une fille. Plus de son dans la cabine. Oui, voilà. Ouais. Et je sais pas si c'est parce que je suis une fille qu'on se sent obligé de me préciser comment fonctionne. C'est le bouton qu'on touche tout le temps quand on est DJ, quoi. Oui. Et puis, quand bien même, les boutons qu'on touche jamais, je les connais quand même. Enfin, je sais sur quoi je travaille et je connais mon matériel, mais ça semble pas logique pour tout le monde, apparemment. Comment tu prends ça? Ça t'affecte ou tu te dis, bon, Au début, ouais. Au début, ça m'affectait vraiment, je me vexais vraiment. J'essayais de pas trop le montrer, mais ça me faisait mal. Et maintenant, je souris et je dis oui, je sais. Oui. Voilà, ça me passe un peu au-dessus, quoi. Il se dit, c'est une nana, elle va pas être technique, elle sait pas où sont les boutons. Ouais, j'ai même un patron une fois, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, j'ai fait une fille une fois, ça s'est très mal passé parce qu'elle savait pas mixer, elle savait juste montrer ses seins et tout. J'aime pas les filles qui mixent, donc on va voir ce que tu vaux. Juste avant que je commence. J'ai dit, nickel. Waouh. Ouais. Et c'était un très gros club, je vais taire le nom pour la réputation, mais très très bien réputé, où je rêvais de mixer. Et du coup... Il était gentleman, le patron. Hein. Ouais. J'ai commencé, j'étais comme ça. Vraiment... En plus, c'était un club électro et je venais faire une soirée hip-hop. Donc c'était très compliqué. Du coup, j'ai fait ma soirée qui s'est extrêmement bien passée. Il m'a signé une résidence tous les mardis, pendant la saison. Donc c'est un club ouvert 7 sur 7 ? Ouais, voilà, c'est ça. Où tout le monde veut aller ? C'est ça. Et... Je dis n'importe quoi pour essayer de trouver. Tu ne trouveras pas, ça n'existe plus. Ça n'existe plus ? Non. Ok. Je te dirai après. Mais ouais, du coup, j'étais contente parce que au final, il m'a jugée carrément et finalement, il m'a décroché une résidence après pour des soirées hip-hop en plus. Donc j'étais contente à la fin, quoi. Mais ça met une pression. Parce que je sais que du coup, les garçons, ils leur disaient pas ça, quoi. Dans les galères, il y a aussi un DJ qui met le son, qui met le morceau qui est dans ton intro. Oui. Donc toi, t'arrives, tu dis, mon intro, c'est Guetta Play Hard, par exemple. Ouais. Et lui, il met le Play Hard Guetta juste avant toi. C'est ça. Là, à l'époque, en fait, j'avais mon intro et j'enchaîne toujours avec le son du moment, on va dire. Ouais. Et là, j'enchaînais du coup avec Magenta Rhythm, à l'époque de DJ Snake. Et du coup, je lui dis, celle-là, joue-la pas, parce que du coup, je l'enchaîne avec mon intro. Et j'avais ma phase avec, quoi. Et puis, juste avant de me rendre les platines, il envoie quoi ? Magenta Rhythm. Et là, je fais, super. C'est pas grave, je suis partie sur autre chose, mais c'est chiant, quoi. Tu penses que c'est de la bêtise ou de la provocation ?
Bah là, je pense que c'était clairement de la provocation parce que je lui ai dit une demi-heure avant, quoi. Donc, soit il est bête ou soit ouais, il a voulu me tester. Tu penses qu'ils font pas ça avec les mecs, ce genre de DJ? Moins, je pense. Bah, par exemple, Pilmat, du coup, que je côtoie tous les jours, lui, il a jamais des galères comme ça. Jamais on essaie de lui apprendre comment fonctionne le matériel ou des bails comme ça. Enfin, On a eu un DJ ici, je sais plus qui c'est, je suis désolé, mais qui expliquait qu'il faisait des checks de la table de mixage quand il arrivait. ouais. Ah bah moi aussi maintenant. Ah ouais. Moi aussi, Genre, je check tout. Comme les pilotes d'avion. Bah ouais, mais on est obligé. Pour est voir obligé. que tout est bien assigné, le crossfader, le machin. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai passé mon examen à l'UCPA, j'avais Antoine Clamaran en jury. Et j'étais la première à passer à 8h30 le matin, là. Sympa. Ouais, super. 8h30, pour C'est un ça. peu s'exciter derrière les platines. C'est ça. Ouais. Et en fait, du coup, j'avais tout préparé mon matériel. Et en fait, il m'a demandé de ressortir parce qu'il voulait voir un truc. Et en fait, il m'a bougé tous les boutons de la table, volontairement. C'était pour me tester, du coup, pour l'examen, quoi. Et quand je suis revenue, j'allais attaquer. Il m'a dit, t'as 2 minutes pour vérifier ta table. Et du coup, j'ai vérifié. J'ai vu qu'il avait tout touché. Mais quand je te dis tout, il m'avait mis le casque en mono. Enfin, vraiment tout. Tout modifié. Et du coup, j'ai eu un petit coup de pression. Et ça m'a aidé, je pense, après, par contre. Sur le coup, je l'ai détesté. Aujourd'hui, je le remercie parce que je sais regarder tous les boutons de ma table maintenant. Je le connais bien, Antoine. C'est ouais. quelqu'un de très, très bien. Ah, mais je l'adore. Je l'ai revu après. Il a fait ça dans le cadre de l'examen, ouais. Oui, non, mais là, c'était pour l'examen, je pense. Ouais. Il a voulu rigoler, quoi, un peu. Mais moi, ça m'a pas fait rire sur le coup. J'étais pas très bien. T'es confronté aussi à des patrons, des gens, des DJ qui te prennent pour une go-go danseuse un petit peu. Ah oui. Qui comprennent pas que t'es une fille qui mixe en fait, juste, tout simplement. Ah oui, en fait quand j'arrive dans le club, alors maintenant un peu moins parce que j'ai une distinction qui fait qu'on voit que je suis la DJ sur l'affiche, mais avant oui, quand ils voyaient une fille arriver en régie, dans leur tête j'étais une chanteuse ou une go-go danseuse, ou c'était impossible que je sois une DJ. Donc t'en as un peu parlé tout à l'heure, mais t'as même annulé des dates parce que oui. Les patrons, les DA étaient relous. Un relou dragueur lourd avec toi. Le plus lourd que j'ai eu, c'est un patron qui m'avait signé 3 dates. Et en fait, c'était quoi, je dirais 2-3 semaines avant la date, il appelle mon booker et il lui dit « Ouais, j'ai pas pris d'hôtel à Lisa, du coup, elle dormira dans mon lit avec moi. » Et en fait, j'ai dit « Bah non. » Du coup, j'ai dit à mon booker « T'annules toutes les dates, j'y vais pas. » Et voilà. Ouais, c'est... Comment ça peut passer? Mais ça passe jamais. Bah j'espère que ça passe jamais, mais je sais pas, ils tentent, j'en sais rien. Mais je suis pas sûre qu'avec les garçons ça se passe comme ça. Hein. Enfin, j'ai un gros doute. Hein. Jeffrey? Non, il s'appelait, je sais même plus son nom, je l'ai oublié de ma mémoire, cet homme-là du coup. Mais... Non mais c'est Barjo, mais comment le booker va dire « Ah oui, ok, d'accord, pas de problème ». Bah ouais, non mais je sais pas. Et du coup, ouais, il y a plein de filles qui sont allées dans son club en plus à lui, alors j'espère que ça s'est bien passé. Bah, il bookait que des filles, il bookait jamais de garçons. Donc. Mais il a d'autres moyens peut-être d'avoir des nanas, non? Je sais pas. Mais c'est vrai que moi, ce genre de truc, je préfère perdre des dates qu'aller dans des bourbiers comme ça. Mais, alors, moi, j'ai été patron de club, j'ai été DJ. J'arrive pas à me rendre compte de ça et j'avais jamais entendu ce genre de témoignage d'ailleurs. Bah, je pense que ça dépend de quel niveau t'es dans le milieu. Tu vois, quand je pense que t'es un niveau star ou vraiment très réputé, je pense pas qu'ils se permettent de faire ça. Mais moi, vu que j'étais encore un peu... J'étais pas du tout star. Non, je parle des DJ, enfin des DJs. Quand c'est vraiment des filles que tu vois partout, qu'on tournait partout, je pense pas qu'ils se permettent d'agir comme ça avec elle, tu vois. Par exemple, quand t'as eu Oriska, quand elle a fait toute sa grosse tournée après avec Ocean Drive ou Energy ou quoi, je suis pas sûre qu'après ils se permettaient vraiment d'être crus comme ça. Moi, j'étais encore dans mes débuts, donc ils se sont dit bon, la petite Lisa, là, peut-être qu'il y a moyen, on la connaît pas trop encore, tu vois. D'accord. Je pense que j'avais pas assez de notoriété, donc du coup, entre guillemets, ils me respectaient pas, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes nanas qui se lancent là? Parce que on voit un peu de tout. On voit des nanas qui se mettent en valeur physiquement. Oui. Et il y a peut-être des gens qui peuvent mal interpréter ça. On voit des gens qui sont très, très extrêmement pudiques dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu conseillerais toi aux femmes DJ qui se lancent en ce moment? Eh ben, tu vois, moi, je donne des cours de mix à côté. Justement, j'ai une élève, là, en ce moment. Ouais. Et j'ai aussi fait une conférence pour des filles à l'UCPA.
justement pour un peu les guider sur ma vision des choses, sur les filles dans ce métier. Et moi, ce que je leur conseille, c'est qu'elles peuvent être qui elles sont, qui elles veulent, du moment qu'elles l'assument. En fait, du moment qu'elles l'assument après sur les réseaux, si elles veulent mixer, par exemple, très sexy ou très dénudé, je leur dis que si c'est elles, elles peuvent le faire. C'est d'être soi-même. Voilà, faut être soi-même, mais derrière, faut l'assumer. On a un peu sorti là, de cette phase de DJ qui oui, c'est passé ça. Les seins nus, tout ça, ça existe plus. Il y en a encore quelques-unes, mais c'est plus à l'étranger. Ouais. En France, franchement, dans toutes les filles que je côtoie et que je connais, j'en vois pas. Enfin, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit en tout cas. Mais ouais, c'est une phase qui est un peu passée, mais ça nous a beaucoup desservi. Hein. Parce que moi, beaucoup, il y en a qui me disaient... C'est des nanas de l'Est un petit peu, non ? Ouais, peut-être plus. Après, je t'avoue, je suis pas trop, du coup, ces filles-là, parce que bon, ça nous aide pas trop, nous, les filles qui voulons montrer notre musique, quoi, plus que notre corps. On veut pas montrer nos seins, on veut montrer notre musique. Mais ouais, j'ai des patrons qui m'ont dit, si je te rajoute un billet en plus, peut-être tu peux enlever le t-shirt. Non. Je reste habillée quand je mixe, ça ira, quoi. Mais Qu'est-ce qui te fait... C'est un peu dur, hein, ces conneries. Qu'est-ce qui te fait tenir là ? Mon entourage, je pense. Je pense avoir un entourage très solide, c'est très très important. Ça, homme ou femme, hein, pour le coup. Parce que ça, c'est une partie invisible, quoi. Oui, mais c'est ça. Moi, en plus, je n'expose pas du tout ma vie sur les réseaux. Oui. Je ne rentre jamais là-dedans. Si j'ai des haters, je leur réponds pas. Tu lis tous les messages ? Ouais, par contre, oui. Mais du coup, j'en ai pas trop, voire plus. Enfin, j'en ai eu beaucoup au début, mais pas maintenant, parce que je suis pas, moi, la fille des réseaux. Justement, je suis pas à fond à mettre des vidéos tout le temps. Je mets ce que j'aime mettre et ce qui me représente. Si tu veux, j'ai pas envie de vivre pour les réseaux, même si je sais que c'est la tendance. C'est pas moi, et du coup, j'ai pas envie de le faire pour le faire, tu vois. Donc du coup, indirectement, j'ai moins de haters. Forcément. Parce que je leur donne moins à manger. Bah oui, c'est ça. Bah oui, voilà. C'est l'ignorance qui fonctionne le mieux. Ouais, voilà, je leur donne pas de quoi me critiquer, donc du coup, ils me critiquent pas. Parle-nous de musique urbaine, de chata, de bouillon, dancehall. Bouillon, je connaissais même pas, c'est en préparant l'émission que j'ai vu ce style. C'est les styles que tu aimes beaucoup aujourd'hui, toi ? Alors moi, de base, ce que j'aime vraiment, là où j'ai commencé, c'est vraiment le rap américain. À l'ancienne, un peu les années 90-2000. Ouais. Voilà, très hip-hop, rap américain, c'est vraiment ma vibe. Dr. Dre. Voilà, tout ça. Tout ça, c'est vraiment tout ce que j'aime et ce avec quoi j'ai commencé à faire mes guests d'ailleurs. Et très dancehall aussi. Chata un petit peu. Alors ça, c'est aujourd'hui ? Non, avant. Je jouais beaucoup de rap américain hip-hop et dancehall en même temps. Oui, maintenant c'est chata, pardon. Ouais. Voilà. Mais chata, j'en jouais un petit peu déjà avant que ce soit connu. Ah ouais ? Ouais, mais pas beaucoup parce que justement, c'était pas connu. J'étais plus vraiment dans le dancehall avec les sons que les gens connaissent, quoi. Parce que si t'as pas le public pour, si tu pars dans le pointu, tu perds tout le monde, quoi. Enfin, mais quand t'es dans les clubs comme en Suisse, par exemple, je sais que là-bas, je peux aller très très loin dans cet univers-là. Parce que j'ai vraiment le public qui va suivre. Et du coup, là, ouais, après Covid, quand tout ce chata et rap français, du coup, qui est venu, moi, le côté chata, j'étais contente. Rap FR un peu moins. Je me suis adaptée, on va dire. Mais du coup, c'était bien pour moi, vu que c'était quand même mon univers. Là, je suis plutôt contente que ce soit une tendance aujourd'hui pour moi, quoi. Il y a eu différentes vagues dans les clubs de courants musicaux. Il y a eu une époque où toute cette musique dont on parle, qui t'a passionné, n'était pas forcément la bienvenue. C'est ça. Moi, quand j'ai commencé en guest, c'était très, très électro, les clubs. Il y avait même la Melbourne et tout à l'époque qui marchait bien. Ah oui, la Melbourne, ouais. Ouais. Et du coup, moi, j'arrivais avec mon rap américain et tout. C'était pas évident au début de trouver des dates parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clubs qui jouaient ce style. Mais les gens étaient encore bien ouverts musicalement et du coup, ça le faisait. Et justement, ça changeait des soirées qu'ils faisaient habituellement. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, les clubs sont hip-hop et tout. Et c'est les DJ électro qui amènent un changement, quoi. Mais je pense, moi, que c'est cyclique. Je suis persuadée que ça va retourner à l'électro et le hip-hop va être plus dur et après ça va retourner. Enfin, là, je prends que 2 styles, mais c'est cyclique. On le voit pour sur moi. Les courants musicaux de manière générale. Et après... là, je vois l'électro, ça revient du coup avec l'art techno qui est bien à la mode en ce moment et tout. C'est cyclique. C'est que des morceaux que moi j'écoutais quand je sortais, quand j'étais jeune et quand j'ai commencé à être DJ. Et on en a parlé avec Oriska d'ailleurs. Ouais.
elle a remixé un morceau que j'adorais. Et c'est une espèce de renouvellement un peu infini, une boucle, des cycles Oui, c'est sans ça. arrêt musicaux. D'un côté, c'est bien, comme ça permet, je trouve, d'en avoir pour tout le monde à chaque période, quoi. Ouais. Mais ouais, là, c'est vrai qu'en ce moment, la tendance est très urbain. Désolée pour les DJ électro. C'est notre moment de gloire. Hein. Mais bon, c'est bien et pas bien, hein, d'un côté, en vrai. Parce que du coup, les résidents, ils jouent le même univers que nous. Donc en fait, nous, les DJ urbains, quand on arrive, au final, ils ont déjà eu de l'urbain avant, ils vont en avoir après. Donc il n'y a pas cette cassure comme il y avait avant quand c'était les clubs électro à la mode, tu vois. Ouais. Enfin, quand j'arrivais et que je jouais mon set, vraiment, on passait d'un univers à l'autre, du coup. On passait de 132 à 130 à 96. C'est ça. Et il y avait vraiment cette cassure. Donc déjà, pour les gens, ça changeait. Il se passait quelque chose. Le rythme ralentissait. Voilà. Là, maintenant, ça fait une ligne continue, quoi, toute la soirée, parce qu'au final, on joue la même chose, quoi. T'as eu plein de galères. Alors c'est marrant, on adore raconter des anecdotes dans l'émission. Et je t'ai dit tout à l'heure, on a les records des galères, c'est les Trinix. Ah ouais, non, mais eux, j'ai vu l'émission. Ouais, c'est un autre level. Ouais. Mais toi, t'as eu un truc sympa, j'avais jamais entendu. T'as une clé USB qui se reset, qui s'efface. Ah ouais, non mais ça... Juste avant de mixer. C'était dans mes débuts. Donc, je ne connaissais pas assez bien mon logiciel, on va dire. Donc, je passe mes clés sur Recordbox. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, une petite demi-heure avant la soirée, je me dis, tiens, je vais rajouter des musiques sur ma clé. Et du coup, je mets ma clé dans Recordbox. Je glisse les fichiers avec le logiciel, quoi, dedans. Et en fait, je vois que ça met longtemps, parce que j'avais pas mal de nouvelles musiques, du coup, à rajouter dans ma clé. Et du coup, je dis, oh, j'aurais pas le temps. Donc, j'appuie sur la croix. Erreur fatale que je ne savais pas à l'époque, parce que je l'avais encore jamais vécu. Et du coup, j'appuie sur la croix, j'enlève ma clé, je me dis, je ferai avec ce que j'ai dans ma clé, ça ira très bien. Il n'y avait plus les liens. Voilà, sauf que quand on fait ça, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis, ne le faites jamais. Quand on fait ça, en fait, ça reset la clé, parce qu'on n'a pas laissé aller jusqu'à la fin de l'export. Donc, ce qui était dedans est effacé. Voilà. Ou en tout cas, c'est plus lisible. C'est vraiment, ça a fait un reset total. Et moi, j'arrive sereine. Hop, il me dit, allez, t'attaques juste après. Je mets ma clé. Et là, je vois que c'était marqué empty. Et là, je vois que j'ai aucun morceau dans ma clé. Mais heureusement, j'avais mon Mac avec moi. Donc, vite, à l'époque, j'ai branché mon SL2 parce qu'il n'y en avait pas encore les tables avec Serato dedans. Donc, on avait un boîtier en plus qu'on branchait avec les RCA. Ça, quand même, faut brancher un boîtier derrière la table du mixage, c'est quand même long. Oui. Du coup, je lui ai dit, mets encore quelques morceaux, quoi. J'ai pris 10 minutes après. Du coup, j'ai vite branché mon boîtier, j'ai branché mon Serato. Et je crois que c'était la première fois que je mixais avec mon Mac en club. Et du coup, double stress, quoi. Mais au moins, j'ai pu mixer. Il faut savoir que moi, je suis très parano. J'ai 5 clés USB dans mon sac. J'ai un ordinateur, j'ai 2 casques. J'ai toujours des plans B. Ouais, c'est l'expérience qui fait ça. Oui, parce qu'au début, j'avais rien. Maintenant, voilà, j'ai toujours des plans B. J'ai même une clé USB dans ma veste au cas où on me vole mon sac pour que je puisse quand même mixer. Ah ouais, j'en ai partout. Oui, t'as un niveau de sécu là qui est énorme. Je suis tellement habituée des galères que je veux plus de galères. Mais j'en ai encore quand même. Ouais. Mais c'est un métier aussi qui impose une vigilance technique. Oui, vraiment. Parce que, les clés USB, on achète tous puis il faut des bonnes clés USB, ouais. Moi, j'avais payé, qui vont vite et qui sont performantes. J'ai payé 150 balles, je crois, ma clé. Donc, faut des bonnes clés. Tu peux pas prendre la petite clé que t'achètes à Action. Ça marche pas, quoi. Oui, c'est des clés USB où on va sans arrêt appeler un fichier pour le lire, où il y a beaucoup de fichiers différents aussi dessus. Techniquement, c'est... déjà, il faut qu'il aille vite, parce que les morceaux, il faut qu'ils se chargent vite, quoi. Il faut des 3.0 et il faut qu'il y ait de la capacité. Moi, je prends minimum des 128 gigas, du coup. Donc, c'est un petit investissement. Ouais, si t'en as 5, 6. 6, du coup, avec celle dans ma veste. Ouais. T'as eu un problème aussi de clés qui n'étaient pas détectées? Oui, justement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure en off avec les nouvelles platines Alpha Theta. En fait, du coup, donc moi, j'avais un vieux Mac de 2014. Je ne pouvais donc plus faire les mises à jour. Et vu que je ne mixais pas avec mon Mac, je me suis dit, ça sert à rien de racheter un nouveau Mac, ça me va très bien. Moi, je transfère juste mes musiques dans ma clé USB et ça me suffit. Et en fait, il s'avère qu'avec les nouvelles du coup Alpha Theta, les nouveaux contrôleurs ou les nouvelles platines, si t'as pas le dernier logiciel, donc Recordbox ou Serato, ça ne détecte pas. Ah oui. Voilà. Donc même avec ma clé USB, vu qu'elle était sur Recordbox mais pas avec la bonne version,
quand j'ai branché ma clé, je n'avais absolument aucun morceau dans ma clé. Donc là, j'ai mis ma clé du coup sur mon Mac, j'ai transféré toutes mes musiques à la volée comme ça dans ma clé et j'ai mixé au feeling, on va dire. Dans les anecdotes de beaucoup de DJ, il y a le portier qui te refuse à la porte. Ça, c'est une anecdote qu'on nous raconte souvent dans l'émission La Boule à Facettes. Mais c'est un classique. Ah oui, mais vraiment, c'est un classique parce que je pense que les portiers, ils se renseignent pas forcément sur la soirée qui a lieu. Ils surveillent pas le programme. Oui, voilà. Et tu sais, souvent, c'est des boîtes de sécu externes et tout, donc ils s'en fichent un peu, je pense, de ce qui se passe dans la boîte, quoi. Ils viennent juste faire leur boulot, tu vois. Et c'est vrai que, je sais pas, ça doit leur paraître bizarre qu'on arrive avec nos sacs ou... Ouais, quelqu'un qui se pointe avec un sac à dos, c'est bizarre. C'est ça. Et moi, à l'époque, j'avais pas encore mes pompons et mon bandana, donc j'étais une fille banale parmi les autres, on va dire. Ouais, et du coup, tu t'es créé un style. Voilà. Très moi, identifiable. maintenant, on me reconnaît quand j'arrive. Ouais. C'est venu comment ? J'y viens après. Ah ouais. Mais du coup, moi, pour la petite anecdote, je suis arrivée avec mon sac et il m'a dit Madame, c'est pas possible, vous êtes toute seule, vous avez un sac à dos. Je dis bah oui, mais bon, c'est moi qui viens travailler, quoi. Et j'ai dû faire venir le patron pour pouvoir rentrer dans le club où je travaillais. Il y a un petit côté malaise. Oui, c'est très gênant. Déjà, moi, j'aime pas trop quand il y a une grande queue passer devant. Excusez-moi, je vous double, je viens mixer. Enfin, ouais, tu te fais remarquer. Voilà, j'aime pas trop ce truc-là. Et en plus, tu te fais refoule de ta propre soirée. C'est pas foufou, quoi. T'es obligé de prouver avec le flyer que c'est toi. C'est ça, ouais, mais c'est très gênant. Non, c'est moi sur la photo. Et puis il y a un côté, je suis obligé de me justifier. Ouais. On me connaît pas. Ouais, ça encore, ça va. Mais pourtant, je suis invité ici, mais on sait pas qui je suis. Ouais, voilà. Puis surtout quand il y a des clients autour, c'est très très gênant. Vraiment, les portiers, arrêtez de faire ça. C'est vraiment gênant. Et ouais, du coup, comment est venu mon style ? Et en fait, quand il y a eu pas mal de filles qui commençaient à venir dans le métier, je me disais, mais en fait, on est toutes entre guillemets pareil, on se fait soit des tresses, soit on a les cheveux lisses, on a toutes un peu la même DA, et je me suis dit, faut que je casse ça, faut que je trouve quelque chose qui fasse que... Mais ça fait super longtemps que tu fais ça. Oui, maintenant, je dirais que ça fait peut-être 8 ans. Ouais, ça doit faire peut-être 8 ans maintenant que je fais les pompons, c'est chiant, mais je les garde. Et la semaine, t'es comment ? Non, la semaine, je suis normale. Les cheveux lisses... je vais pas à l'école de ma fille comme ça. Mais ouais, du coup, je me suis dit, faut que je me démarque, que quand j'arrive dans le club, les gens direct, en fait, ils aient le visuel que c'est moi, vu qu'ils ont vu sur le flyer. Et ça marche bien. Je vais pas te mentir, ça marche bien. Et c'est pénible à faire tout le temps la même coiffure, mais ça fait son truc. Et d'ailleurs, j'ai même des filles maintenant qui font des pompons quand elles viennent à mes soirées. Ah, excellent. Ouais. Ou des gens qui coiffent leurs enfants avec des pompons, qui m'envoient des photos en story. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Trop bien. Voilà. Et puis ça fait que t'es identifiable. Oui, voilà, c'était surtout pour le côté identité. Ouais. En mode, voilà, c'est moi. Et d'ailleurs, quand il y a des filles, des fois, d'autres DJ qui font des pompons, souvent on m'envoie « Ah, regarde, elle fait comme toi ». Je dis « non, elle a le droit de faire des pompons, quoi. Ça m'appartient pas non plus. » T'as mixé en station. Tu es de Annecy. Oui, donc oui, j'ai pas mal. Tu es de Haute-Savoie. T'as beaucoup mixé en station et tu m'avais raconté que t'avais les doigts qui étaient frigorifiés. C'est terrible. Maintenant, je demande, en extérieur. C'est ça. Maintenant, je demande des chauffages parce que quand t'as des tempêtes de neige ou qu'il fait vraiment très très froid, en fait, d'être statique, déjà, on a les pieds gelés. Même moi, je mettais mes boots, mes chaussures de snowboard qui sont bien, bien chaudes. Mais même avec ça, en fait, le fait d'être statique dans la neige, t'as les pieds gelés. Et en fait, le bout des doigts, on est comme ça, on bouge quasiment pas. Franchement, c'est terrible. On peut pas mixer avec des gants, ça peut pas, quoi. C'est une vraie galère. Ouais, du coup, moi, j'envoie un son, je mets mes mains dans les poches, je renvoie un son, Ouais, mais c'est trop bizarre. Donc, je fais ça, je me demande des chocolats chauds. Voilà. Mais... Et par contre, une fois, t'as pris feu. Ta veste a pris feu. Oui, ça fait partie de mes galères. Du coup, j'avais demandé un chauffage. Et en fait, j'avais mis une grosse doudoune avec, tu sais, une grosse moumoute là en capuche. Ouais. Et en fait, j'avais un peu froid, donc je me suis reculée avec mon micro, je parlais. Et d'un coup, je sens un peu, ça sent le cramer, tu vois. Et je me recule, en fait, j'ai mis la moumoute dans le chauffage. Et du coup, j'ai arraché la moumoute et elle était en train de prendre feu, quoi. J'ai mis le feu sur scène, quoi, pour le coup. Ouais. Donc on parlait de ton identité visuelle juste avant de parler de ce plan. Oui. Toi, tu le fais pour une stratégie, vraiment. Oui. Ouais, c'est pas une envie spéciale. Après, tu veux te démarquer. C'est ça, ouais. Il y a un côté marketing un petit peu. Oui, totalement. Totalement marketing. Je voulais quelque chose qui fasse un peu urbain pour déjà, quand on me voit,
On se dit, ok, ça met un peu la connotation, tu vois. On sait que je vais jouer. Enfin, quand j'arrive comme ça, on voit bien que je vais pas jouer du disco. Ou c'est assez marquant, tu vois. Ouais. Donc, je voulais qu'on identifie et mon univers et moi. Et pour les gens qui me connaissent pas, bah, du coup, s'ils me cherchent sur les réseaux, bah, ma photo de profil, du coup, ils savent direct que c'est moi. Quand je reviens dans un club, ils me reconnaissent direct. Tu vois, des fois, j'entends dans les gens qui font la queue, là, j'entends « Ah, regarde, c'est la DJ !» Et je sais qu'ils me reconnaissent par rapport au pompon, en fait. Donc, ouais, c'est marketing, principalement. Non, mais c'est bien d'expliquer. Bah oui, au début, j'aimais bien, mais maintenant, ça me saoule. Ça fait 8 ans que je me coiffe toujours pareil. Tu t'es créé une identité, hein. Ouais, bon, je fais évoluer. Avant, j'attachais tous les cheveux. Maintenant, je laisse un peu pendre. Enfin, je garde les pompons. Ouais. Mais voilà. Finalement, regarde, tu vois, DJ Snake. Oui, lui, c'est ses lunettes, au final. Il a aussi ses lunettes. Ou Gims, voilà. Tout le monde a un peu une DA. NJ, à l'époque, elle faisait la Red Life. C'était les cheveux rouges. Enfin, voilà, il y a... NJ qu'on va recevoir bientôt dans l'émission. Bah voilà. On a calé une date d'enregistrement bientôt. Bah voilà, tu vois. Mais je veux dire, tout le monde essaie un peu d'avoir un petit truc qui se démarque des autres. J'ai beaucoup fonctionné comme ça. C'était quoi, DA sans cheveux? Non, de vouloir faire des choses différentes. Oui, bah oui, bah c'est ce qu'il faut, je pense. C'est ce qui aussi amène le créatif en nous. Ouais. Parce qu'au final, si tout le monde se copie... Et tu vois, on a reçu Max Mash, qui est un super artiste. J'ai vu. Et il disait, ne suivez pas les trends. Ouais. Faites votre trend à vous. Je suis d'accord. C'est pas toujours facile, mais il a raison. C'est un message que j'adore, c'est faites quelque chose de différent et faites quelque chose qui est important pour vous et qui vous ressemble. Voilà. Bah, faut pas faire des choses pour avoir des followers ou pour machin. Faut faire quelque chose qui nous correspond. J'ai des bons copains qui font ça, j'ai envie de les... Ouais. Bah, c'est pour ça, moi, je te dis. La course au like, ça me saoule. Bah, c'est pour ça, moi, je te dis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui me correspond pas. Ouais. Donc oui, j'ai pas 50 000 followers sur Instagram, mais au final, ce que j'ai, c'est ce que j'ai pour moi et ce que je suis, et ça me va très bien. Et moi, en fait, aller faire des vidéos pour faire de la vidéo. Les gens t'appellent, tu tournes beaucoup. Oui. Entre guillemets, j'ai pas besoin de ça. Et puis, c'est pas non plus ce que je cherche. Ouais. Je cherche pas la notoriété de dingue, ce qu'on me reconnaisse dans la rue. C'est pas. Ça a peut-être été mon but au début, quand j'ai connu ce métier. Alors aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, c'est mon métier qui fait ma vie et faire danser les gens, quoi. J'ai pas envie d'être la star de TikTok ou ça m'intéresse pas. Je sais pas. Ça... Vas-y. Non, j'allais parler d'autre chose, mais... Non, je dis, si ça vient un jour, c'est que ça vient comme ça, mais en tout cas, je ferai pas tout. Tu es sur TikTok, toi ? Oui, mais alors pas pour faire des vidéos mix ou des transitions ou des trucs comme ça. Je mets mon chien, des fois. En mode détente. C'est pas... Ouais, voilà, c'est TikTok. Vidage de cerveau. Ouais, bah, je mets des vidéos de soirée aussi, mais je sais pas ma com. Tu publies ou tu regardes aussi ? Je regarde beaucoup. Je regarde beaucoup déjà pour voir un peu ce que les jeunes écoutent maintenant, pour voir un peu ce que c'est la DA, essayer de suivre un peu les tendances, pas tomber en mode ringard. Et en mode, celle-là, elle est vieille, elle ne connaît pas ce qui se fait. Non, je suis beaucoup pour voir ce qui se fait. Et puis moi, amener ma sauce là-dedans aussi, genre me servir des trends TikTok, des musiques connues TikTok, mais les amener dans mon univers à moi en me servant de leur musique à eux, quoi. Trouver des points d'accroche. C'est ça. Je vais rééditer des morceaux qu'ils aiment bien, mais à ma sauce à moi, quoi. Je sais pas si tu voulais qu'on en parle, mais des fois, tu mets une marche, tu demandes une marche pour mixer, et tu t'es retrouvé des fois sur des trucs improbables, des caisses de bière. Ah, mais j'ai mixé sur tout. Sur des canettes de Red Bull, sur des caisses de bière, donc c'est pour sur être des fly plus cases. haute derrière les platines. Oui, parce qu'avec mon petit mètre 60, souvent les platines m'arrivent là, et c'est pas très agréable de mixer comme ça. Moi, j'ai souvent eu le problème inverse. Que quand les gens mettent les platines sur des tables, elles sont trop basses. Du coup. Pilmat, mon homme qui est grand, lui, il a souvent ce problème-là où justement il se casse le dos. Moi, ça me va très bien quand c'est comme ça. Et donc toi, alors, tu te surélèves ? Ah oui, mais quasiment dans tous les clubs. Et du coup, maintenant, il y a même des clubs, dès que j'arrive, j'ai déjà ma petite marche qui est installée. C'est génial. Donc c'est super assumé, alors. Ah oui, totalement. J'ai eu des palettes, j'ai tout. J'ai mixé sur tout. Les palettes, c'est pénible, il y a des trous. Ouais. Heureusement que je mixe en basket et pas en talons. Mais c'est mon petit truc que je mets dans mon contrat. Je demande être surélevé. Ah oui. Ah oui. Dans tes tournées, tu trouves des fois des cabines qui sont pas du tout adaptées ? Oui, surtout des cabines très petites, souvent. Oui. Ça, c'est pas très agréable dans le sens, moi, je sais que je bouge beaucoup. Toi, j'ai fait de la danse.
Moi, quand je joue les sons qui me mettent en transe, je danse. Ouais. Vraiment, je danse. Là, tu vois, hier, j'ai mixé avec Jenny. Quand elle mixait, je dansais à fond à côté. Limite, là, pour le coup, j'étais sa gogo, quoi. Mais en mode soft. Mais non, j'adore danser, donc forcément, j'aime bien avoir une cabine spacieuse où je peux danser, où je peux m'exprimer. Enfin, je bouge beaucoup, donc voilà. Après, sinon, la plupart des cabines, ça va dans l'ensemble. Ça va. À part quand elles sont vraiment petites, mais sinon, ça va. Il y a trop rien à dire. Ou quand les régies, elles sont vieilles des années en arrière, ça, c'est pas cool, quoi. On passe à travers. Ouais, même si tu t'envoies le setup que tu veux, c'est pas toujours respecté, quoi. Tu fais quoi quand t'arrives et qu'il n'y a pas le matériel que tu voulais? Moi, je suis pas chiante. Je pars du principe que je m'adapte. Du moment que c'est respectable, quoi. S'ils me mettent des CDJ100, là, je leur dirais... Ce sont les premières platines voilà. CD, un petit peu. C'est ça. Ou c'est un petit plateau comme ça, l'écran, il est comme ça. Enfin, là, et puis ton matos, il marche même pas dessus, quoi. Ouais, bah si, ma clé USB, elle irait dessus, mais bon, tu vois, un titre par un titre, non, ça irait pas du tout. Là, je dirais, non, là, vous trouvez une solution, mais quand ils me mettent, on va dire, des 2000 ou quoi, je prends. Même si les 2000, maintenant, ça m'embête un peu plus dans le sens où, je vais parler un peu plus technique, mais les hautes Q, c'est plus chiant à les charger. Enfin, tu sais, en fait, on a pris l'habitude sur les nouvelles platines, et du coup, c'est relou. Et on va plus vite, on fait d'autres choses. Voilà. Moi, je fais des mix très rapides. Et du coup, quand il faut que je reste appuyé pour que mon QI se charge, c'est pénible. Je perds du temps. Et en fait, j'ai pris mes réflexes, tu vois. Voilà. Et j'aime bien mixer sur vinyle aussi. Donc, des fois, quand je reviens sur les CDJ, ça... J'en ai pas parlé tout à l'heure. Tu as appris, le vinyle aussi. Ouais. Après, du coup. Alors, moi, j'ai fait l'inverse que la plupart des anciens. Ouais. Du coup, j'ai commencé sur contrôleur. Après, sur les CDJ. Et vu que j'ai voulu me lancer à fond dans l'urbain et que je trouvais les vinyles, waouh, tu vois, je voyais Cut Killer, DJ Fly, j'étais en mode, waouh, moi aussi je veux faire ça. Et il y a l'objet. Ouais, le toucher, et puis je trouve dans l'urbain, c'est trop bien. Et on écoute des vinyles ici. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Je trouve ça c'est authentique, c'est beau. L'objet, le toucher, t'as l'impression de toucher le son. Finalement. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai voulu apprendre, donc je me suis acheté des platines vinyles. Et je me suis donné à fond sur le vinyle et j'aime trop. Je regrette pas du tout. Et du coup, j'ai appris avec mon ordinateur les vinyles, mais je me suis aussi acheté des vinyles pour apprendre vraiment l'authentique. Je voulais vraiment apprendre la base du DJ, tu vois, je veux tout connaître. C'est tellement de contraintes que ça en est décourageant de mettre des vinyles en club. Aujourd'hui, oui, en club, c'est compliqué, surtout que... Et je parle de contraintes, c'est au niveau du son et tout ça. Oui, mais même, j'allais te parler, moi, des cellules et des diamants. Donc, c'est ce qui lie le vinyle, pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, on a les Phase DJ. Je ne sais pas si tu les connais. Oui, pour les logiciels. Voilà, en fait, du coup, on n'a plus besoin de la cellule. Et c'est carrément plus pratique. Moi, j'ai eu mixé en vinyle, par exemple, en extérieur. Si tu as un coup de vent, ça fait sauter ton vinyle et ton diamant. C'est pas possible. Alors que là, au moins, avec les Phase, maintenant, ça roule tout seul, quoi. Il y a eu un cycle de bouclés. C'est que tu as foiré l'UCPA. Oui. L'entrée, Enfin, pas l'entrée, mais le test. Oui. Et puis finalement, en 2019, tu es jury pour l'UCPA. C'est ça. Et à tes côtés, il y a quand même des grands noms. Oh oui. Cut Killer. C'est ça. J'étais tellement fière d'être à côté de lui. Ouais, Sarah Costa aussi. C'est ça. Ouais, non, franchement, il y avait un beau jury et ouais, c'était une fierté de passer de l'autre côté. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Est-ce que c'est un peu naturel ? Alors, j'ai été aussi dans cette position-là, mais est-ce que toi, ça a été un petit peu naturel ou est-ce que tu t'es dit j'ai bouclé un truc là ? Je me suis un peu dit j'ai bouclé un truc en mode maintenant je suis prise au sérieux parce que je suis passée de l'autre côté et j'ai un peu ce côté vouloir aider les autres. Et du coup, j'ai pris un peu les élèves comme mes bébés, tu vois. Moi, j'étais la plus gentille, limite, avec Sarah dans le jury. On était en mode, mais non, mais tu sais, on lui donnait des conseils. Oui, on peut pas lui mettre cette note-là, quand même, Bichette, il a travaillé. Et en fait, vu que je l'ai vécu, et je pense que c'est aussi pour ça que Patrick, il fait venir des anciens élèves, tu vois, dans les jurys. Patrick, c'est le directeur du CPA à Lyon. Voilà, oui. C'est parce que, du coup, on a un regard différent que quelqu'un qui n'a pas fait l'école. Et on sait ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé. Et du coup, on est peut-être un peu plus... chill avec eux, quoi. Mais du coup, ouais, c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée. T'as gardé contact avec des jeunes qui t'ont fait passer l'examen ? Moi, par exemple, j'ai fait passer l'examen d'Adrien Jougler. Ah, c'est vrai ? Je l'ai pas lâché après.
Ouais, bah, Et toi, t'as fait des rencontres? j'ai gardé des contacts, mais peut-être pas aussi puissants que toi et Adrien. Mais ouais, bah, là, il y a un petit jeune qu'on avait mis justement major de promo. Ouais. Je suis toujours sur les réseaux et là, il a un super Tu parcours. discutes encore un peu avec lui? Ouais, des fois, on s'écrit un peu et je suis genre trop fière de lui. Je me dis, on a choisi le bon major. Ouais. Et On lui je a vois. mis les meilleures notes et C'est maintenant ça. il est bon. En plus, il est dans l'urbain, donc moi, j'ai kiffé de fou C'est quand qui? il a fait son truc. Il s'appelle Swave et D'accord. Papy sur les réseaux. Et je trouve qu'il a fait un très beau parcours et franchement, bah, je suis contente, tu vois, d'avoir été son jury du coup. Je vois où il en est aujourd'hui et je suis fière de lui. C'est quoi le meilleur Ouais. conseil pour les gens qui se lancent là, selon toi? On a parlé du conseil aux nanas, mais Oui. pour tous les DJ qui se lancent aujourd'hui, toi avec 10 bonnes années d'expérience, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, déjà d'avoir confiance en eux, de croire en eux, de pas forcément écouter tout ce qu'on leur dit. Et Avoir le soutien de ses proches, c'est oui, quand même voilà, important. avoir le soutien, mais de pas oublier la base en fait, de la base de la musique, les réseaux, tout ça c'est beau, c'est bien, mais pour moi c'est apprenez d'abord à travailler vraiment le vrai métier de DJ et après devenez des stars parce qu'il y en a, je trouve, ils brûlent un peu les étapes, pas tous heureusement, mais il y en a qui font ce métier que pour briller et pas forcément pour la passion ou l'amour de la musique Ouais, ou des gens quoi. Si tu viens chercher la lumière, c'est pas le bon endroit en fait. La Bah, lumière ça va viendra peut-être toute seule. marcher, voilà, ça va peut-être marcher, mais pas sur le long terme. J'ai un doute sur ça. Et je pense que c'est un métier vraiment, un métier passion. Que ouais, faut aimer les gens, faut aimer l'humain, faut aimer la musique. Si t'aimes pas tout ça, ça me paraît compliqué, quoi. Je crois qu'on l'a dit avant l'émission, mais c'est un métier aussi qui est super exigeant, extrêmement exigeant et qui impose des contraintes aussi, même physiques. Ah bah l'hygiène de vie, ouais. Et ça, on s'en rend pas compte. Beaucoup de gens, bah, déjà pensent qu'on est des dépravés, à boire de l'alcool, à fumer, à se droguer tous Toi, les tu ne bois week-ends. rien du tout. J'ai jamais fumé de ma vie, je Ouais. bois pas d'alcool, je ne me drogue pas. Ouais. Et Ça, c'est un très bon message pour les jeunes. ah ouais, vraiment. Et ouais, il faut avoir une hygiène de vie quand même stable. Enfin, bah alors moi, j'ai ma fille aussi aujourd'hui qui m'oblige à me lever le matin. Mais je sais que la semaine, j'essaie d'avoir un rythme correct de jour, quoi, normal. Et le week-end, bon, c'est tout décalé, mais je trouve une l'hygiène de vie est très importante. Ouais. En 2020, il y a le Covid qui arrive pour tout le monde. Ouais. Toi, tu fais un choix à part. Tu veux pas mixer sur Twitch comme Non. tous les autres DJ ou sur J'ai toujours été à part. sur Facebook et on en reparle. Facebook et Insta. Ouais. Toi, tu vas sur Une plateforme chinoise. qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est Qui est ça. une plateforme chinoise. Pourquoi ce choix? Bah parce qu'en fait, du coup, je me suis pas tout de suite mis, moi, sur les lives et tout. Et il y a plein de DJ qui l'ont fait, bah, comme Benz que tu as reçu, qui ont tout explosé d'ailleurs sur Twitch. C'est le Confinium. Ah ouais, non, mais vraiment. Et d'ailleurs, je regardais, mais c'était complètement incroyable. J'hallucinais derrière mon écran. Je me disais, Ouais. mais c'est dingue. Enfin, c'est génial ce qu'il a fait. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de DJ qui avaient pris cette place sur Twitch. Et je me suis dit, me noyer dans la masse, voilà, alors que je ferais pas forcément mieux. Je voyais pas trop l'intérêt de me donner des heures et des heures et des heures pour, je pense, très peu de résultats, sachant que j'arrivais après les autres et qu'il y en avait beaucoup qui le faisaient très très bien, tu vois. Et du coup, bah, avec mes contacts que j'ai eu en Chine, j'ai vu qu'il y avait cette plateforme-là, ça s'appelait Bigo. Ouais. Et il y a aussi des contacts français qui étaient là-dessus, qui faisaient des live talk, tu vois. Et je me suis dit, bah, why not, je vais aller faire 2-3 petits sous là-dessus, je vais me faire connaître avec d'autres gens là-dessus. Et bah, au final, ça a carrément marché parce qu'il n'y avait personne du coup dessus. Donc en fait, je l'ai fait avec Pilmat et des DJ qui arrivaient sur cette plateforme où personne mixait, bah, du coup, on a explosé dessus. Du coup, c'était trop bien pour nous. Et du coup, c'était notre petite niche, quoi. Ça va vous amener du booking, des dates, de la Pas notoriété ou pas? Non, je dirais pas. Ça nous a amené peut-être des followers. Bah, on s'est fait connaître de gens qui nous connaissaient pas. On a créé des super contacts qu'on a rencontrés dans la vraie vie, du coup. Des gens avec qui on a discuté en off après. Mais je pense pas que ça nous a apporté du booking à dire. On peut se connecter d'Europe ou vous utilisiez des connexions VPN? Non, c'était alors, une plateforme chinoise à la base, mais c'était maintenant en France. C'est ok. juste qu'en fait, ceux qui géraient les gros boss de la plateforme avec qui on devait parler pour créer notre compte et être certifié et reconnu et payé sur la plateforme, et bah, du coup, c'était des Chinois, donc on parlait anglais du coup avec eux. Mais sinon... Je connaissais pas du tout. Ouais, bah, tu vois, aujourd'hui, je sais même pas si ça existe encore. Parce que moi, Ok. après le Covid, j'ai arrêté. Ouais. Mais
Mais ouais, du coup, là, j'ai fait mon petit truc de mon côté. Comme je te dis, je cherche pas les paillettes forcément, donc je cherche juste à kiffer. Donc T'es là, une au moins, kiffeuse. voilà, c'est ça. Exactement. Je voulais parler de collectif, Oui, collectif de Nana. Tu fais des événements entre femmes, ouais, avec j'adore d'autres les filles. DJs. C'est ça. Euh, J'adore mixer avec des filles et tout parce que justement, il y a beaucoup d'idées reçues en mode ouais, les filles elles s'aiment pas, elles se taillent tout le temps et Eh ben tout. non. Et bah en tout cas, moi j'ai pas d'ennemies filles. Ou Tout à de mon l'heure, côté en tout cas, j'ai avant pas d'ennemies l'émission, tu m'as filles. dit je connais elle. Et oui, mais pour moi c'est toutes des copines. Ouais, Et ouais. vraiment, et j'adore, enfin je mixe souvent avec d'autres filles. Tu vois, hier j'étais avec Jenny Preston, je mixe avec Soal et Lady Style, j'ai déjà mixé avec Angie et j'adore parce que c'est trop cool. En plus, on a toutes des univers différents et du coup de partager ça, enfin j'aime trop, je trouve ça génial. Tu as fait des événements à Montpellier Oui, bah ça c'était pendant le Covid. Ouais, Du coup, juste après. c'était Amy, elle s'appelle, Ouais. Miss Amy. Elle avait décidé de réunir plusieurs filles Mhm. et on faisait des lives en fait pour divertir un peu les gens sur les réseaux, pour montrer qu'on était toutes solidaires entre nous. Du coup, on avait même été chez Jenny où on avait fait un live sur sa chaîne Twitch. Et non, c'était cool et ça montrait justement qu'on était un gros groupe de filles et qu'on se soutenait, toutes des univers différents. Et c'était cool, quoi. Au même moment, enfin quelques temps après, c'était en 2021 tout ça, tu fais un événement organisé par Joachim Garraud. Oui, Enfin, ouais. tu es inclus dans cet événement-là, tu peux nous raconter. C'était Ouais, c'était improbable, vraiment. Ouais. En gros, Joachim Garraud, donc toujours pour le Covid, pour en soutien au club et au DJ, il avait fait une soirée qui s'appelait 12 et 13 juin. Donc il a organisé ça à Nantes. C'était le nom de la soirée? Ouais, 12 et 13 juin, parce que du C'était coup, quoi la date? 12 et 13 juin. Du coup, voilà, J'ai c'est tenté, aussi simple que ça. Et ouais, du coup, c'était un gros événement caritatif un peu qu'il avait fait. Donc, c'était faire des lives avec plein de DJ. C'était filmé toute la journée sur des concessions Renault, les concessions de voitures Renault. Et en Oui. fait, on C'était a fait. le partenaire qui accueillait le... Voilà, c'est ça. Et en fait, on a fait 4 villes. Ouais, c'est ça, on faisait 4 villes en une journée. On a fait des bornes pas possibles pour mixer à chaque fois dans des concessions différentes sur une journée, en fait, en live. J'adore. C'était génial. Ça serait trop mon style de faire ce genre Ah, mais de c'était truc. génial. Puis du coup, c'était toutes les voitures Renault, donc pour représenter les dernières Renault qui étaient sorties, qui nous faisaient voyager d'une concession à l'autre. Toi, moi, j'avais été à Niort, à Nantes. Je sais plus s'il n'y avait pas La Rochelle. Je sais plus, mais on avait tourné en tout cas dans toute la région ouest là-bas. Et c'était super cool. Et je me suis retrouvée là-bas du coup grâce à Cobb Nolan, qui bossait pas mal avec Joachim. Je vois que tu connais apparemment. Oh, c'est écrit là. Ah ouais, voilà. Et du coup, Cobb, c'était un très bon copain qui était résident d'un club où j'avais fait du guest à l'époque. Et du coup, on a bien gardé contact. On s'appelle encore régulièrement aujourd'hui. Et du coup, Joachim m'a dit j'aimerais bien avoir encore des filles. Du coup, il m'a appelé direct. Il m'a dit t'es chaud, on fait l'événement. Et j'ai dit let's go. Et après, vu que c'était plus électro quand même, parce que c'est Joachim Garraud, donc c'était un événement quand même plus électro et que des DJ électro. Du coup, moi, j'ai pris que des morceaux hip-hop remixés en électro. Et comme ça, j'ai quand même gardé mon univers, tu vois, mais adapté à l'événement. Et du coup, j'ai aussi fait un peu la différence. Il y avait aussi Get Down, qui était dans l'urbain. Qui est un DJ hip-hop, ouais. C'est ça. Et Mais du coup, qui lui aussi avait fait son truc. d'électro. Ouais. Il avait fait un super set aussi. Et franchement, c'était trop bien. Il y avait Offenbach, il y avait Feder. Moziman. C'est ça, il y avait Moziman, il y avait Maeva Carter, Oriska, il y avait. Tu t'es dit que tu faisais partie du paysage là maintenant, à ce moment-là? Au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Parce que Joachim Garraud, c'est quand même le boss. Ouais, mais déjà, quand j'ai vu Joachim, je me suis dit, waouh, je suis dans l'événement de Joachim Garraud. Il a commenté un de nos posts. Ah ouais? On s'est appelé avec l'équipe. Mais Joachim Garraud. C'est ça, t'es comme un dingue. Mais moi, quand il m'a dit ça, comme là, je croyais que c'était une vanne au début. J'ai dit, tu te fiches de moi et tout. J'étais trop contente. Et puis, d'avoir du coup Joachim sur les lives, il nous parlait. Et nous, il nous interviewait vite fait. Après, on lançait le mic. J'étais en mode, c'est lunaire ce qui se passe dans ma vie, là. Et je trouvais ça ouf. Et puis, après, on a fait une soirée tous ensemble. On a fermé la concession, on a fini tous ensemble. Et t'avais en mode Offenbach et Feder qui mixaient devant toi, normal. Tu vois, c'était dingue. J'adore. Et ouais, je le remercie de ouf aujourd'hui d'avoir fait ça. Puis toi, il a sorti son livre. Et du coup, je suis en photo dedans. Il y a mon nom. Ouais, je suis dans le livre. J'étais comme une ouf quand j'ai vu ça. Du coup, je suis en photo dans le livre, j'ai mon nom et tout. Et j'étais en mode, waouh, c'est trop bien. Toi, moi, ça, c'est des petites victoires. Je suis trop contente quand je vis des trucs comme ça. Je voulais te parler de. J'espère que tu vas être OK. D'un truc vachement plus perso, c'est ta fille. Oui, je suis OK.
Ouais. En 2022, ta carrière elle est un petit peu mise en parenthèse. Oui, Entre parenthèses, pardon. oui. Et tu vas devenir une maman DJ. C'est ça. Ça implique des trucs de fou. Oui. Surtout que ton chéri est DJ. C'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, surtout ce qu'il faut prendre en compte, c'est, tu vois, par exemple, tu as eu Victor Nova il y a pas longtemps, qui est papa aussi, mais sauf que lui, c'est le garçon. Donc lui, il n'a pas sa carrière à mettre en pause. Ouais. Sauf que moi, je suis la fille dans l'histoire, donc du coup, arrêt maternité oblige, mixer avec un ventre comme ça, c'est dur. Parce que j'ai mixé jusqu'à 8 mois. Tu t'es posé des questions pour le bébé, la musique, tout ça. Ouais, parce qu'en club, il y a le son qui est très fort. J'ai demandé à ma sage-femme s'il y avait des risques que le bébé soit sourd ou des trucs comme ça. Après, j'avais eu Maëva Carter qui avait eu sa fille, ça m'avait un peu rassurée. Je m'étais dit, c'est possible. Il y a eu Miss Gull aussi, j'avais vu qu'elle avait eu sa fille ou je sais pas, un enfant. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Mais du coup, je m'étais dit, c'est possible, elles le font, elles sont encore là aujourd'hui, donc ça m'a un peu rassurée. Mais du coup, non, il y a apparemment aucun risque pour le bébé. Ma fille entend très bien. Et ouais, c'est juste plus compliqué, quoi, parce que... les horaires. Les horaires. Les trajets, les nuits. C'est ça. Et puis ma grossesse s'est plus ou moins bien passée. Donc ça va. J'ai quand même eu un mois d'arrêt parce que j'ai eu le Covid en étant enceinte. Donc c'est pas fou. Mais par contre, avant une soirée en club en station, par exemple, en fait, le bébé, des fois, il se positionne mal. Et ça m'a paralysé toute la jambe gauche. Et je pouvais plus marcher. Mais genre 1 heure avant d'aller au club. Et du coup, je suis arrivée en boitant. J'avais mal de dingue. Moi, j'ai fait quand même après ça comme si de rien n'était. Mais du coup, ouais, c'est... La grossesse se voyait déjà à ce moment-là ? Oui. D'accord. Oui. Donc, c'est plus facile à comprendre peut-être pour tout le monde ? Oui. Après, la plupart des patrons ont bien compris. Il y en a... Voilà. Mais... voilà. Mais sinon, la plupart du temps, les patrons, ils ont été cool. Et ça a demandé une organisation spéciale quand même ? Et pendant ma grossesse, pas tant. Plus après. Parce que du coup, j'ai allaité ma fille pendant 2 ans. Ouais, c'est super courageux. C'est que j'ai pas le choix, elle m'a pas laissé le choix. En toute honnêteté, j'étais partie sur 6 mois. Hein. Mais du coup... c'est dur d'allaiter. Oui, c'est très fatigant. Surtout quand on travaille la nuit. C'est très très fatigant et en gros, pour faire court, ma fille ne voulait pas du tout du biberon. Donc en fait, il n'y a que moi qui pouvais la nourrir et rien d'autre, quoi. Donc du coup, pendant 2 ans, j'ai allaité ma fille et pendant 2 ans, je l'ai emmenée partout avec moi. Donc, il y a un peu des patrons qui n'étaient pas trop contents parce que du coup, je venais un VHR en plus parce qu'il fallait que je vienne avec une nounou ou avec papa s'il était dispo ou mamie ou quelqu'un. Donc, ça faisait 2 VHR. Plus, moi, je venais à la dernière minute parce que j'allaitais ma fille, j'allais mixer, je revenais, j'allaitais. Enfin, du coup, c'était un peu galère, mais bon, ça l'a fait. C'est super beau. Je suis encore là. C'est super beau d'en parler, mais ça devait être contraignant, quoi. Les gens le voient pas, mais ouais, c'était très, très, très fatigant. Vraiment très contraignant. Et puis en plus, des fois, je recevais des messages, j'étais en plein set et je voyais, elle est réveillée, elle hurle. Puis moi, j'étais en train de mixer, mais je pouvais rien faire, quoi. Donc c'est pas facile toujours, mais maintenant, elle est plus grande, donc ça va mieux. Tout va bien ? Ouais, ça va mieux. Je l'allaite plus. On peut dire comment elle s'appelle, ta fille ? Oui, elle s'appelle Ellie. Ok. En 2025, c'est très récent, 2025. Oui. Tu gères toi-même, tu commences à gérer toi-même tes tournées. C'est ça. Ton booker arrête le métier, plus ou moins. C'est ça. Se consacre à d'autres parties du travail. Oui. Et qu'est-ce que ça change pour toi là ? Tu as été finalement vachement encadré depuis le début avec quelqu'un qui t'accompagne sur tes dates. Ah ouais, et là, c'est parti. C'est ça, il m'a beaucoup aidé. Déjà, toute la partie contractuelle et tout, ça m'aidait bien qu'il soit là pour les galères de paiement ou des choses comme ça. C'est vrai que il m'assurait derrière, donc c'était bien. Puis c'est pas moi qui parlais forcément prix avec les patrons, parce que c'est toujours un peu gênant. Surtout quand il y a de la négociation. Comme vendre son appart, c'est dur. Moi, par exemple, je vends très bien mes potes, tu vois, ou Pilmat, je te le vends super bien sur une soirée. Mais alors quand tu me demandes de me vendre moi, si on me dit c'est bien ce que tu fais, oui, voilà. Oui, mais ne serait-ce que de parler d'argent. Ouais, voilà. Ou même de se vendre soi-même. J'ai l'impression d'avoir un ego surdimensionné quand je suis en mode mais oui, c'est bien ce que je fais. Je suis pas forcément à l'aise de me vendre moi-même, quoi. Mais du coup, depuis que je le fais moi toute seule, je me suis rendu compte que c'était pas si difficile, dans le sens où maintenant j'ai déjà les contacts avec les patrons, vu que Philippe il m'a amené tout ça pendant le temps que j'ai bossé avec lui. Et en fait, ça se fait naturellement. J'appelle les patrons, je dis écoute, je suis dans le coin sur ce week-end-là, est-ce que ça te dit on cale une date ? Et du coup, ça se fait assez facilement finalement. Mais c'est quoi qui est le plus dur ? C'est de négocier les prix ? Bizarrement, c'est de faire le planning, c'est de gérer ton image, c'est quoi ? J'ai beaucoup moins de négociations depuis que c'est moi qui gère que quand j'étais avec Philippe. Parce que je pense qu'ils osent peut-être moins, du coup... Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais, vraiment. Hein. On me dit plus facilement oui, ok.
que quand c'était avec Philippe, des fois, il me disait « Ça te dérange si on baisse un peu ou quoi ?» parce que les patrons veulent négocier. Et j'ai beaucoup moins le cas. Et je pense qu'ils osent moins. D'être seul maintenant, c'est un peu plus lourd en termes de temps ou de charge, ou tu te sens plus libre? C'est plus lourd niveau travail parce que du coup, je dois rédiger les contrats moi, je dois faire tous les suivis. Gérer les transports. Voilà, les transports, je le faisais déjà moi parce qu'en plus, avec ma fille, je prends des transports déjà par rapport à l'école, tout ça, il faut que je prenne tout en compte. Mais les transports, ouais, je gérais ça. Mais c'est vraiment toute la partie contractuelle qui a changé, où c'est un peu plus chaud pour moi parce que les papiers, c'est pénible. Mais sinon, ouais, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Je m'en sors bien pour le moment. Et contre toute attente, j'ai énormément de dates cette année où je me gère toute seule et je suis super contente. Et merci d'ailleurs pour la confiance à tous là, parce que ça me touche de fou. Vraiment. On est ensemble au bon moment, ça explose fort pour toi là. En tout cas, j'ai pas mal de dates récurrences, des patrons qui me re-signent régulièrement, tout ça. Donc, c'est un peu une nouvelle phase? Ouais, non, c'est cool. Et puis moi, j'aime bien retourner souvent dans les clubs. Toi, il y a des clubs où j'y vais tous les 2-3 mois, même j'ai des mensuels dans certains clubs. C'est des formes de résidence. Du coup, j'adore. Parce que vu qu'on en revient à ce que je disais au début, moi, ce que je voulais à la base, c'était la résidence pour le contact humain. Et du coup, j'ai un peu ça dans mon guest et je suis trop contente, quoi. En guest, tu as plusieurs concepts. Tu as Girly Room, ouais, c'est ça. Urban Chata, et tu as un nouveau qui arrive, rien à voir. C'est ça, que j'ai lancé le mois dernier. Donc, même début du mois, là. Ouais. Tu peux nous en parler? Et du coup, Girly Room, c'est vraiment pour les filles. C'est ciblé filles, mais toujours dans la thématique urbain, chata, tout ça. Après, j'ai Urban Chata classique. Et du coup, la nouvelle, ça s'appelle Artwork. Et en fait, j'ai voulu un peu, vu que je me gère moi maintenant, retourner un peu aux sources. Et du coup, vu que mes sources, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était la hard, la minimale, tout ça, dans mes résidences. Et que c'est quand même quelque chose qui me plaisait. Et en plus, je vais pas te mentir, vu que ça revient un peu sur le marché, je me suis dit, why not, il y a peut-être un petit créneau à prendre. Et du coup, c'est vraiment un concept à part, c'est pas mon concept principal. C'est vraiment les clubs qui peuvent accueillir ça. Où du coup, je joue du chata et de l'art techno. Ça paraît fou, les deux styles ensemble, mais ça match. Ouais, du coup, c'est hard twerk pour hard tech que j'ai transformé en twerk. On parlait de ton autre concept, c'est Urban Chata. Bon, ça, c'est très lisible. Ouais. Et du coup, Girly Room, qu'est-ce qui se passe dans ces soirées? Girly Room, je vais principalement jouer avec les filles, où je vais jouer vraiment des sons très girly. C'est tous les Beyoncé, les Rihanna. Vraiment, le but, c'est de faire chanter les filles, crier les filles et les mettre en valeur. C'est un peu une ladies' night, mais avec un autre nom, quoi. Ouais. Dans l'idée, c'est ça. Les soirées filles, quoi. Je voulais qu'on parle d'un taf que tu as, qui est un peu en sous-marin. Moi, je ne le savais pas. Ah ouais? Tu bosses pour Fuviclan. Oui, tu sais que très peu de monde le savent, alors que j'ai l'impression que j'en parle tout le temps. Alors, Fuviclan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site où tous les DJ téléchargent leur musique grâce à un abonnement. Tu peux télécharger de la musique et toi, tu crées du contenu. Donc, tu prends des sons et tu les mets dans la base pour les mettre à dispo à d'autres DJ. C'est ça. Au début, je faisais les packs hip-hop. Donc, je recherchais tout le temps un peu les dernières nouveautés en hip-hop qui sortaient en américain. Je cherchais un peu toutes les nouveautés qui sortaient justement pour que Fuvi soit toujours à l'actu à ce niveau-là. Et après, du coup, j'ai changé. Maintenant, je m'occupe des remixes. Et du coup, c'est pareil, je vais tout le temps chiner un peu les derniers remixes. Toi, TikTok, par exemple, ça m'aide pour ça. Quand je te dis que je swipe beaucoup sur TikTok, je vais voir un peu les derniers trucs à tendance, à la mode, pour pouvoir les mettre sur Fuviclan aussi. Et c'est quoi un bon remix alors? Il y a plusieurs choses déjà. Qu'est-ce qui fait que tu vas le sélectionner? Alors sur le plan technique, ce que je vais sélectionner, c'est la tonalité, parce que j'entends des trucs, des fois je me dis mais comment ils peuvent sortir ça? Le respect de la musique. Ouais, ils sortent des trucs, mais ça n'a rien à voir. La tonalité du morceau, elle est trop importante. Donc déjà, la tonalité, si c'est cohérent, si c'est calé, parce que oui, des fois on reçoit des remixes, la cappella est totalement décalée de l'instru, mais c'est flagrant. Tes années de musique te servent beaucoup là. Enfin... même si t'es pas dans la musique, je pense que même ma fille de 3 ans et demi, elle entend qu'il y a un problème, hein, vraiment. Comment il y a un problème dans la musique? Ah oui, vraiment. Puis pour le coup, elle aime le son, elle, alors. Ah oui? Ah oui, elle mixe sur mes vinyles, elle va au studio de papa, elle aime ça. Hein. Et du coup, ouais, donc déjà, la structure de la musique, que ça respecte tous les bons codes, premièrement. Après, on va regarder un peu les tendances, parce que des fois, il y a des remixes qui vont être très très bien, mais vraiment, c'est des morceaux inconnus au bataillon. Et des fois, on va les mettre si vraiment ils sont ultra bien, mais sinon, on va essayer de sélectionner. En fait, le pack remix, c'est vraiment genre les hits
dans l'idée. Donc, je vais aller chercher vraiment les trucs qui se font, que les gens vont vraiment télécharger, que les DJ vont rechercher. Donc, il y a vraiment la partie technique et la partie populaire, quoi, qu'on cherche. Je reviens en arrière et on ouvre une parenthèse sur ta fille. T'aimerais qu'elle mixe votre fille ? Les deux. J'ai une part de moi, Ouais. je serais fière parce que du coup, elle va apprendre dès sa naissance, quoi. Donc, Parce qu'elle est déjà dans... ah, mais tu sais qu'elle Dans le adore. bain, Hein. Sur ma table, elle joue avec les pads, elle fait des rythmiques. En plus, elle adore genre Queen, elle aime bien tous ces morceaux-là. Là. Elle prend les morceaux de Queen et tout, elle joue avec les voix. Et franchement, elle adore ça. Donc, j'ai une part de moi qui serait super fière d'elle parce que je me dis qu'elle peut aller loin dans le métier si elle commence aussitôt. Et j'ai une autre part qui me dit, je connais les vices du métier, les filles dans le métier, ça me fait peur. C'est dur. Ouais, ça me fait peur. J'aurais peur pour Ça elle. va mieux quand même aujourd'hui. Qu'elle ait des mauvaises rencontres ou quoi. Après, je me dis, on est bien entouré. Donc, je pense qu'elle serait... Tu vois, je vois par exemple la fille de Bob Sinclair. Ah, Ça se passe bien, tu vois, et c'est génial J'aimerais ce qu'elle trop la fait. recevoir. Ah ouais, mais je la trouve géniale, moi. Mm. Je la trouve géniale et la complicité qu'ils ont, c'est génial. Et quand je les vois, je me dis, je veux ça avec ma fille, tu vois. Mais bon, je la forcerai jamais. Si elle me dit, j'aime pas la musique. Il y a un petit truc magique quand même. Ouais, quand Ouais, même. Quand je la vois sur mes vinyles, là, je me dis, c'est trop mignon. Du coup, je télécharge des remixes chata, des comptines en chata. Ah ouais ? Ouais, j'ai Choupi, j'ai des trucs comme ça, et contente. Je reviens sur Fuviclan. Quand tu regardes et cherches des remixes, tu découvres des talents, des DJ. Ouais, et des fois, je tombe sur des petits comptes qui ont vraiment pas beaucoup d'abonnés parce que du coup, c'est à l'algorithme. Vu que je regarde beaucoup ça, du coup, ça me propose des fois des contenus pas forcément populaires. Et des fois, tu tombes sur des petits gars, ils méritent la lumière. Hein. Franchement, ils ont des idées de transition de dingue et tout. Et sinon, moi, je prône tout le temps l'entraide entre DJ. Ça se perd des fois, mais je prône ça. Donc, je mets sans arrêt des messages, envoyez-moi. D'ailleurs, je le dis là. Alors, comment on fait pour t'envoyer un message ? Et sur booking.lisalewis@gmail.com. Vous m'envoyez vos remixes. L'adresse pour... Voilà. C'est mon adresse mail perso. De ton site internet, peut-être C'est mon adresse mail perso, que ce soit pour le booking ou pour Fuviclan, du coup, j'utilise la même. Donc, booking@lisalewis. Booking.lisalewis@gmail.com. Ok. Lisa avec un Y, mettez pas de I. et du coup, voilà, vous m'envoyez tous les remixes dessus, moi je les écoute, je fais un premier tri, et après j'envoie à Fuviclan, et il y a un deuxième tri qui est fait. Donc, si c'est pas sur Fuviclan, c'est pas forcément ma faute, désolée. Mais du coup, voilà, si je peux mettre en valeur d'autres DJ, toi, par exemple, j'étais avec un DJ le week-end dernier qui m'a montré qu'il faisait énormément de remix. Du coup, je lui ai donné mon mail et là, il m'a envoyé tout son pack que je vais envoyer lundi à Fuviclan. Et voilà, quoi. Si ça peut aider certains, on le fait. J'ai une fiche. C'est écrit fan de Justin Timberlake. Ah ouais, c'est l'homme de ma vie. Désolé, puis le mat, mais Justin, c'est l'homme de ma vie. Je crois que je l'ai vu dans une vidéo, ça. Oui, j'ai fait une interview sur ça. Ouais. Oui, parce que cette émission est préparée. Ah oui, je te l'avais pas dit, ça. J'étais en train de me dire, mais j'ai noté ça. Non. Alors oui, je redis, je l'ai dit en début d'émission, tu m'as envoyé un nombre d'infos qui était incroyable et qui m'a simplifié la vie. Bah voilà. C'est extraordinaire. C'est mon côté studio. Et donc alors, tu ne m'avais pas dit, mais j'ai trouvé que tu étais fan de Justin Timberlake. Ah ouais. Il y a un truc, on va parler de ça, mais il y a un truc qui est exceptionnel dans nos métiers liés à l'événementiel en général, c'est que des fois on arrive à toucher, croiser les gens dont on est fan. Ah non, je ne l'ai pas vu. Là, j'allais être jalousée, là. Et ben justement, c'était ma question de savoir si tu l'avais rencontré. Non, mais d'ailleurs, tu sais quoi, il est passé à Lyon, c'était l'année dernière. Oui. Et j'avais pas vu l'info. J'ai juste vu les stories de mes copines qui étaient allées le voir. Mais t'imagines pas comment j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée, mais tellement. Qu'est-ce qui te fort. fascine chez lui ? Je pense que c'est surtout l'artiste de ma jeunesse. Ouais. Quand j'étais ado, voilà. Puis tu sais, c'est un peu dans mon univers de ce que j'écoute. Du coup, j'aime bien, tu vois. Et ouais, je pense que c'est vraiment plus de la nostalgie. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, ces nouveaux sons, je les écoute pas plus. Moi, j'écoute vraiment les anciens qui sont sortis quand j'étais ado. Donc, je pense que c'est surtout ce côté-là, nostalgique. Puis, tu sais, bon danseur, charismatique. Enfin, tout ce que j'aime bien, tu vois, en fait. Il y a des rencontres d'artistes qui t'ont marqué ? T'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est Joachim Garraud. ça, voilà, ouais, Joachim Garraud, Funback, Feder. Feder, en plus, on avait fait un B2B, il y avait Get Down, Feder et moi, on avait mixé tous les trois ensemble et tout. J'étais comme une ouf, je me dis, mais ça m'arrivera jamais dans ma vie, quoi. Enfin, c'était dingue. Le but de ces questions-là, c'était de se dire,
on réalise parfois des rêves, quoi, grâce à notre mais métier. oui, bah tu vois, après sinon, Cut Killer, du coup, comme tu disais tout à l'heure aussi, quand on a fait jury ensemble, bah du coup, vu que c'était juré avec moi, on a pu discuter, enfin, c'était super cool. Lady Style, avant de mixer avec elle, j'étais fan d'elle, je la suivais de fou sur les réseaux. Maintenant, tu vois, c'est une copine, on mixe ensemble. Enfin, c'est vrai que c'est un beau métier pour le coup au niveau des rencontres. J'ai rencontré Yannick Noah, qui était venu, il dansait à une soirée où je mixais. Super gars. Incroyable. Enfin, très grand. Ouais. Et très très cool. C'est le genre de rencontre. Même Willy William, quand j'étais résidente à Valence, on l'a fait venir. Et super cool. En plus, le lendemain, il avait pris le temps de m'envoyer un pavé comme ça pour me dire c'est super bien ce que tu fais, continue. Enfin, tu sais que quand c'est génial. au Must, on faisait DJ Assad, oui. Willy, il venait. Ah, mais ça m'étonne pas. Ce mec, j'étais impressionnée. À l'époque, on l'avait fait venir, il venait de sortir Ego. Et moi, j'étais en mode waouh, c'est trop bien, on fait Willy William, j'étais trop contente. Et le fait qu'il prenne le temps le lendemain de m'envoyer un grand message pour me féliciter, dire qu'il est content de m'avoir rencontré, j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, mais à quelle heure il calcule une petite résidente qui vient de commencer c'est des super rencontres que j'ai faites et je suis trop contente de faire ce métier pour ça. Toi-même, j'ai rencontré Koé. Il m'a fait même inviter sur Énergie dans les coulisses pour que je vois l'émission avec lui et tout. Enfin, c'était dingue. Et du coup, j'ai emmené ma petite sœur, elle était trop contente de vivre ça aussi. Enfin, ouais, c'est des trucs que j'aurais jamais... qui est fan de Trinix ? Ouais, c'est ça. Elle va me tuer. Qui est d'ailleurs au Transborder ce soir en train de voir les Trinix. On enregistre un soir où il y a un concert pas loin de Trinix. C'est ça. On devait y être séparément, mais on devait y être. Du coup, on est là. C'est très drôle. C'est bien aussi. Ouais. Mais oui, ma petite sœur qui est fan des Trinix et du coup, je lui ai offert le Zénith des Trinix pour Noël. Elle était trop contente. Moi, j'ai fait le Poisson d'Avril, c'est Lyon, mais on a des métiers qui créent des connexions des fois qui sont complètement folles. Ah bah oui. Moi, j'ai vécu des choses barjo avec des gens qui sont en dehors du circuit DJ électro aussi. Et c'est toujours des anecdotes qui sont incroyables. Puis pour l'entourage. Moi, je le dis là, j'ai emmené Carla Bruni se faire couper sa frange. Incroyable. Ça, c'est fou, ça. Non, c'est incroyable. C'est des trucs, tu te dis jamais je vais vivre ça dans ma vie. Ouais, c'est complètement barjo. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Et je suis pas fan de Carla Bruni, mais... Ouais, mais c'est quand même une célébrité. On arrive à rencontrer des artistes qui sont dingues. Et qui fascinent tout le monde. Là, tu vois, par exemple, je fais un festival à cet été où il y a DJ Benz, il y a Sans Enfoiré, tout ça. Ouais. Ah là, j'ai tous mes potes qui m'ont écrit en mode je peux pas avoir un accès backstage avec toi. Là, tout de suite, ça fascine tout le monde, tu vois. On a reçu Benz dans notre première émission. Oui. Tout le monde nous en parle. Ah bah oui, mais ça m'étonne pas. C'est le TikTok le plus regardé du média. Ah mais ça m'étonne pas du tout, mais il a eu une carrière de dingue. Toi, moi Benz, j'étais allée le voir à ses tout débuts à l'Amnésia, parce que du coup, je suivais, j'étais allée voir Get Down et Benz, et quand je vois là aujourd'hui où il en est, mais je me dis waouh, c'est ouf, c'est trop mérité. Franchement. Si tu devais faire la première partie de Justin Timberlake, tu mettrais quel disque là ? Déjà, je pleurais pour commencer. C'est la fan qui parle. Quel disque ? Waouh. Je sais pas, j'avoue que j'ai jamais réfléchi à cette question. Je pense que je ferai un set hip-hop américain de ouf. Je pense que je travaillerai un set déjà hip-hop américain de dingos pour l'impressionner, tu vois. Avec des grosses phases et tout. Mais quel disque en particulier ? Pas un des siens déjà, ça se fait pas, avant son concert. Non, je sais pas. Peut-être un gros Eminem ou un truc comme ça. Un bon truc ricain, tu vois. Il y a une question que j'adore poser, c'est qu'est-ce que tu penses du téléphone en club ? C'est quoi ta vision ? Est-ce que tu penses que il faut les ranger, les téléphones ? Ou tu es plutôt de la team allez, ça fait partie de notre réalité, on accepte les téléphones avec nous ? Très bon sujet. On accepte que les gens aient le téléphone. J'ai un peu les deux. Dans le sens où c'est un peu de la com gratuite et facile. Donc c'est cool, moi je sais que je suis très nulle pour faire des stories, j'oublie en fait, je filme à chaque fois à la fin. Le fait que les gens te filment, ça te fait de la com ? Ah bah oui, je repartage leurs stories parce que moi vraiment, mon téléphone, je le touche pas quand je mixe, mais vraiment quand je te dis que j'oublie. Hein. Moi, je vais filmer 2 secondes comme ça, je leur pose, mes stories elles sont éclatées. Hein. Vraiment, je pense pas à ça. En fait, je suis tellement dans mon public, ma musique, à fond dans mon truc. Ouais. Je disais, je danse et tout, j'oublie. Enfin bref, donc pour moi ça me sert que les gens filment, mais en vrai, pour avoir connu les deux, à l'époque où il n'y avait pas trop les téléphones et maintenant, je trouve que l'ambiance est différente avec les téléphones, dans le sens où, par exemple,
les filles qui vont danser sur le bar ou qui vont être un peu plus olé olé, qui vont s'amuser, elles vont moins oser le faire aujourd'hui parce qu'elles se retrouvent sur TikTok, elles se retrouvent sur Instagram, enfin voilà. Et alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup de filles, par exemple, qui lançaient leur soutien-gorge ou des trucs comme ça. Et en fait, il y a que ceux qui étaient dans le club qui vivaient ce moment-là. Et du coup, il n'y avait pas de représailles sur les réseaux sociaux derrière. Et On se lâche moins alors. Pardon ? On se lâche moins du coup maintenant. Ouais, je trouve. Et même moi, indirectement, je vais... Bon, après, moi, c'est pas mon genre de faire ça, hein, mais je vais peut-être moins oser faire des trucs, être moins naturel, parce que je me dis, ouais, j'ai pas envie de me retrouver sur les réseaux. Par exemple, je vais pas oser dire des trucs au micro, je vais plus contrôler, alors qu'avant, je disais tout ce qui me passait par la tête, quoi, au micro. C'était même trop, des fois. Ouais. Mais ouais, je trouve, il y a... Du coup, on ose moins parce que peur d'être affiché, quoi. Et je trouve ça dommage. Je trouve les filles, justement, quand tu leur dis aller monter sur le bar et tout, il y a plus une réticence ou... Et puis direct, dès qu'il y a une fille qui monte, tu vois tout le monde comme ça, avec son téléphone. Dès qu'il se passe un truc un peu hors du commun dans la boîte, tout le monde sort son téléphone. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que du coup, on vit plus le moment. Ou même, tu sais, je trouve que toutes les boîtes ont leur mascotte, tu vois. Ou c'est, quand j'appelle mascotte, c'est le gars ou la fille qui vient tout seul et c'est le premier sur la piste à danser. Et tout le monde le connaît, il est là tous les week-ends. Oui. Je suis sûre que tu vois du client que je parle. Ah ben oui. Totalement, voilà. Et je trouve ces mascottes-là, tu vois, t'as les gens qui vont du coup se moquer de lui et qui vont le filmer. Et je trouve ça pas bien parce qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui vient danser et s'amuser à la base d'un club. Et au final, il se retrouve affiché sur les réseaux, les gens se moquent de lui. Les clubs, c'était bien pour les timides, c'est un peu sombre. Ouais, voilà. Et du coup, je trouve ça dommage, moi, qui est de base, dans la vie perso, très, très introvertie. Moi, je serais jamais la première à danser sur une piste. Hein. Je viens quand tout le monde est sur la piste déjà. Ben, justement, je le ferais même encore moins maintenant parce que je me dirais, en fait, on va m'afficher, quoi. Et je trouve ça triste parce qu'à la base, on vient dans un club pour lâcher, quoi. Donc là, il y a le contrôle à cause des réseaux, je trouve. C'est mon point de vue, mais... Donc ça perd sa saveur un peu. Ouais, je trouve ça dommage. Vraiment. Et je vois les clubs où les gens prennent moins les téléphones, on s'amuse vachement mieux, quoi. Et même moi, quand je vois que ça commence pas à filmer dans tous les sens, je me lâche plus, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut être encore bon DJ sans être bon créateur de contenu sur les réseaux ? J'espère, parce que moi, je suis pas créatrice de contenu, alors j'espère être bon DJ. Oui, en vrai, je pense vraiment que c'est deux limites métiers à part entière. Pour moi, c'est comme producteur et DJ, c'est deux métiers différents. Et pour moi, créateur de contenu, c'est encore une branche à l'univers du DJ. Et moi, par exemple, qui ne suis pas trop sur les réseaux, je m'en sors très bien dans ce milieu-là et je pense pas être si mauvaise que ça. J'espère. Non, ça n'a pas l'air, hein. J'espère. Mais du coup, ouais, je pense pas que les deux sont obligatoires. Mais en tout cas, si tu veux briller, oui, tu es obligé d'être sur les réseaux. En fait, ça dépend ton but dans ce milieu-là, quoi. Mais oui, aujourd'hui, on a besoin des réseaux pour briller parce que beaucoup de patrons ou de DA vont regarder le nombre de followers que tu as avant de te booker, quoi. Si tu n'as pas de réputation avant. Moi, j'ai la chance d'avoir un bagage de 12 ans. Donc, j'ai un peu le bouche à oreille, tout ça, les patrons qui recommandent. Mais sinon, si là, je démarrais aujourd'hui, je serais obligée d'être sur les réseaux. Et juste avant de conclure, j'aimerais savoir ta vision aujourd'hui, là, en 2026, à l'enregistrement de l'émission. On est fin avril. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du respect des femmes dans ce métier ? Est-ce que tu penses que c'est une façade ou est-ce que tu penses que ça s'améliore et qu'on va vers quelque chose de sain pour tout le monde ? Je pense que ça s'améliore. Ouais. Vraiment, je pense vraiment que ça s'améliore. Déjà, c'est plus démocratisé de voir des filles mixées. C'est plus reconnu et il y a quand même plus de respect. Alors, il y en aura toujours des gens qui, comme on disait en début d'émission, toujours des gens qui vont dénigrer ou nous sous-estimer ou tout ça. Mais dans la grande majorité, je pense vraiment que ça s'améliore et c'est dans le bon. Et vu qu'il y a de plus en plus de filles, donc les filles, faites DJ, s'il vous plaît, ça nous aide. Et du coup, grâce à ça, je pense que ça va mieux quand même. Même dans les clientes, elles peuvent des fois mieux s'amuser quand il n'y a pas les téléphones. Mais il y a moins ce jugement de la fille en mode c'est une pute ou machin, quoi. Ouais. Je trouve. Et tant mieux. J'aime bien poser une question à la fin, c'est qui c'est que tu imaginerais dans le fauteuil à ta place pour une prochaine émission et quelle question tu pourrais lui poser ? Sache que j'y ai beaucoup réfléchi.
Au début, je me suis dit, forcément, je vais dire Pilmate parce que c'est l'homme qui partage ma vie. Et après, je me suis dit, c'est trop facile. C'est un peu attendu. Voilà, c'est trop attendu, mais quand même, il y aurait beaucoup de choses à raconter. Non, je pensais à quelqu'un du coin, je pensais à Monsieur Tout-le-Monde. Et je pense que ça serait très, très intéressant parce qu'il a une très, très belle carrière. Et il a à la fois le côté chanteur, DJ, producteur. Là, il a fait l'Olympia il n'y a pas longtemps. Donc, je pense qu'il a des très belles choses à raconter. Sa musique, elle est incroyable. Ouais. Et franchement, je pense qu'il a pour le connaître, il a un très beau parcours de vie. Et... Ça serait quoi ta question pour lui ? Bonne question. Alors, attends, juste un truc. Il communique sur sa vraie identité ou pas ? On sait non. Ah oui, ok, parce que moi je sais, mais naturellement. Oui. Ceux qui le connaissent, oui, ils savent, mais sinon, non, le grand public le sait pas. D'accord. Donc, je savais même pas. Oui, non, je crois pas. Hein. Ouais. Donc, on va éviter de dévoiler. Tu aurais quelle question pour Monsieur Tout-le-Monde ? Quelle question ? Qu'est-ce que je pourrais lui demander ? Lui, à son niveau, est-ce qu'il pense que l'IA, par exemple, c'est plutôt bénéfique pour tout ce qui est production, création de contenu, tout ça, ou est-ce que ça peut justement devenir compliqué et faire que, par exemple, les producteurs, avec Suno, maintenant, tout ça, ça perd un peu en valeur. Ah ouais, c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable, mais c'est vrai que la production de base, du coup... Pour ceux qui ne connaissent pas Suno, tu écris donc un prompt, tu écris ta commande. Bonjour, je veux un morceau dancehall qui reprend tel style et qui reprend tel artiste. Mais ça fait des morceaux de dingue. Et ça te fait le morceau. Mais des morceaux de dingue. Bon, le son est pas top. Hein. Faut le retravailler derrière. Honnêtement, faut le retravailler derrière. Tu les entends tout de suite, hein, les sons. Tu sais quand c'est un son IA, mais moi je trouve l'IA super. Pour répondre à ma propre question, je trouve l'IA super, mais faut bien l'utiliser et je trouve qu'il faut aussi avancer avec son temps, tu vois. Parce que si tu pars sur le métier de DJ, à l'époque on mixait sur des vinyles, aujourd'hui on mixe sur des platines beaucoup plus assistées. Mais bon, comme tu disais, on peut pas venir avec nos racks de vinyle, tout ça. On suit son temps et je pense qu'avec l'IA c'est pareil, tu vois. Mais bon, faut quand même être dans le move. Je pense qu'il faut prendre le game maintenant et pas te laisser dépasser, quoi. Donc voilà, du coup, ma question, comment il voit l'avenir de l'IA, quoi. Ouais, lui qui est artiste et DJ. C'est ça, en fait, il est pleinement dedans, donc il va pleinement être touché par ça. Et il s'est fait connaître, lui, sur les plateformes d'écoute en ligne. Hein. Ouais, sur Spotify, il a fait énormément... Il s'est fait connaître sur Spotify, ouais. Ça, c'est YouTube un départ aussi, de carrière qui est dingue, quand même. Ouais, c'est avec la chaîne Electroposé, tout ça, et Electroposé qui avait Petit Biscuit, d'ailleurs, aussi, au début. Mais du coup, il a une super carrière. Et je sais pas s'il vient, je sais pas s'il parlera de toutes ses facettes. Est-ce qu'il viendra masqué ? Voilà, mais lui, pour le coup, il a beaucoup de facettes. Oh si, je pense qu'il viendra masqué. Il viendra masqué. Très beau son masque, d'ailleurs. Ouais, tout en or. Magnifique. Ouais. Tu vas partir en club, là, juste derrière. On enregistre de nuit, d'ailleurs. Oui. Quelle est ta routine là ? Tu vas mixer jusqu'à quelle heure ? De quelle heure à quelle heure ? C'est quoi ton programme, là, tout de suite ? Alors, en général, je mixe de 2h à 4h. Sauf si les gens mettent leur temps à venir, je prends un peu plus tard. Ouais. Donc tu décales aussi ton set ? Voilà, mais en moyenne, c'est 2h à 4h. Et tu m'as dit quoi ? C'est quoi le style ? Non, oui, est-ce que tu as une routine ? Comment ça va se passer pour toi ? Une routine, pas spécialement. Moi, j'arrive, je prends un iced tea ou ma bouteille d'eau. Je discute beaucoup avec le résident. Alors là, en l'occurrence, c'est un copain, je le connais bien. Mais du coup, j'aime bien... tchatcher avec le résident avant de commencer. Je me pose dans un coin, je regarde les gens, comment ils réagissent. Je viens toujours une bonne demi-heure avant, déjà, pour prendre un peu la température. Bon, là, je suis pas sûre d'arriver une demi-heure avant, du coup, mais... mais du coup, j'aime bien prendre la température un peu des gens, de lui, voir les musiques qu'il met, comment il emmène les gens. Et voilà, ce serait plus ou moins ça, ma routine. Je me chauffe un peu, je bouge un peu les épaules, quoi, et on y va, quoi. Merci d'être venue dans la boule à facettes, Lisa Lewis. Merci à toi. Trop bien. Et tu nous regardes à chaque fois qu'on sort un épisode, tu m'envoies une photo. Je suis là tout le temps. On la partage tout le temps. Et merci de nous suivre et merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Ça me fait très plaisir d'être là et de te revoir après tant d'années. C'est génial. Merci.